Shine active le canon sonique du vaisseau contre un des hydrocanons du poste frontalier. Après avoir mis hors d'état de nuire l'hydrocanon, le vaisseau pénètre au cœur de l'Atlantide. Alors que les 3 Octobos tentent de rejoindre le vaisseau, ils sont attrapés à mi-chemin et poursuivis par les forces atlantes. Manta blesse Mera avec son rayon laser et parvient à éloigner suffisamment Aquaman pour regagner le vaisseau. Le canon sonique est utilisé sur Aquaman et le vaisseau réussit à fuir. Après cet échec d'Arthur, Karchon convoque une séance d'urgence due au Conseil afin d'étudier une motion visant à retirer au trône ses pouvoirs exécutifs. Elle se sert de ce prétexte pour démontrer ce qui arriverait si la surface devait apprendre l'existence de l'Atlantide. Lors d'une réunion avec Atlana et le roi Néré, Arthur leur révèle que Manta n'est plus le même, car il a gagné en force et arrive à l'affronter sans son armure. Quand Arthur demande d'où sortent les engins, Atlana lui répond qu'il s'agit d'une technologie ancienne mais de conception inconnue des Atlantes modernes. Arthur apprend que Manta s'est enfui avec d'énormes réserves d'oricalque. Il apprend également que c'est une source d'énergie des temps anciens, qui émet de grandes quantités de gaz à effet de serre extrêmement destructeurs pour la planète et que les Atlantes avaient eux-mêmes failli détruire leurs océans avant de se rendre compte de leur erreur. Il est impossible de l'éliminer, alors les réserves accumulées ont été enfouies dans 12 entrepôts des grandes profondeurs. Arthur suggère de prévenir les 11 autres qu'elles risquent d'être braquées aussi. Mais Néré l'informe que Manta les a déjà tous dévalisés en secret depuis les 5 derniers mois. Soudain, Arthur se rend compte que c'est Manta qui a déclenché les pics de température qui provoquent des catastrophes en surface et qui rendent malades les peuples marins. Manta vole l'oricalque pour réchauffer la planète. Pour savoir où il se cache, Arthur doit demander l'aide de Orm. Le problème est que Orm est prisonnier des Fishermen et qu'Arthur ne peut l'exfiltrer sans risquer une guerre entre les Atlantes et les Fishermen. Le renseignement xébélien a appris récemment que Orm est détenu sur Terre dans un complexe souterrain ultra-secret et unique en son genre. Dans une prison des déserteurs en territoire des Fishermen. Néré lui remet une tenue, qui est constituée de chromatophores. La tenue peut le camoufler pendant 1 minute et le rendre indétectable par la plupart des capteurs. Et pour communiquer, Atlana adjoint à Arthur une pieuvre, celle qui avait repéré Manta s'introduire dans l'entrepôt, qui servira de messager. Atlana la nomme Topo, acronyme de « Transmetteur océanique pluriopérationnel ». Une intelligence transgénique faite pour l'infiltration et l'espionnage. La prison est gardée par un groupe résiduel de redoutables déserteurs qui vénèrent la mort et qui ont survécu à l'assèchement du Sahara en s'abreuvant de sang. Arthur trouvera un Orm bien affaibli. Il est rationné en eau, mais n'a le droit qu'au minimum vital. Sur place, Arthur parvient à libérer Orm à l'aide de Topo et aux montures des déserteurs. Après que son corps a été recouvert de l'eau de la mer, Orm retrouva toutes ses forces. Dans l'océan, Orm emmène Arthur rencontrer son contact qui saura où se trouve Manta. Pendant ce temps, ce dernier fait brûler l'oricalque dans une ancienne raffinerie atlante dans un lieu inconnu de la surface. Orm et Arthur pénètrent dans un repère de pirates appelé la Citadelle Engloutie, construit à partir de bouts d'épaves récupérés à travers le monde. Ils sont amenés enchaînés devant Kingfish. C'est lui qui avait mis Orm en contact avec Manta. Il leur annonce que David Kane ne vend plus ses services. Il exerce désormais à son compte. Il refuse de leur dire à Arthur où se trouve Manta, car les rois de l'Atlantide ont toujours fermé les yeux sur les affaires de la Citadelle. Après s'être libéré et mené un combat contre les hommes de Kingfish, Arthur l'oblige à lui révéler où se trouve Kane. Kingfish lui révèle que la rumeur mentionne une île volcanique nommée le Gouffre du Diable, dans le Pacifique Sud. Orm, Arthur et Topo arrivent dans le Gouffre du Diable. Arthur demande à Topo de revenir en Atlantide pour donner la localisation de l'île. En chemin, Orm et Arthur découvrent que l'oricalque a fait muter la faune et la flore de l'île. Pendant ce temps, Shine touche le trident noir et entrevoit l'entité maléfique. Plus tard, Orm et Arthur pénètrent au cœur du volcan et combattent les forces de Manta. Ils finissent par combattre Manta, qui parvient à leur tenir tête. Lors du combat, Orm entre en contact avec le trident noir, qui lui montre des visions de son origine. Soudain, le volcan est bombardé par les forces xébéliennes. Après que Manta se soit encore échappé, Orm révèle qu'en touchant le trident noir, il a vu le royaume perdu. Un royaume dont la mention fut effacée des chroniques juste avant le grand effondrement de l'Atlantide.
Orm révèle que ce royaume se nomme Nécrus. Sous le règne du roi Atlan, il y avait 7 royaumes au sein de l'Atlantide qui pliaient tous sous le fléau de la ville noire, un autre nom de Nécrus. Grâce à l'exploitation de l'oricalque, Nécrus était vite devenu une superpuissance sans égale. Mais au prix que les terres et les mers avaient été empoisonnées et même l'esprit du tyran qui régentait Nécrus, le propre frère d'Atlan, Cordax. Atlan l'implora de cesser d'utiliser l'oricalque avant que le monde ne soit saccagé. Mais Cordax exécrait Atlan, car il pensait que son frère voulait lui voler son pouvoir. Aussi fit-il appel à la magie noire pour forger un instrument maléfique, le trident noir. Il fit de son peuple et de lui-même des monstres afin de combattre l'Atlantide. Ce fut la guerre entre les 2 frères. Atlan finit par vaincre Cordax et il emprisonna son frère ainsi que tout Nécrus grâce à un sortilège scellé par son propre sang. Pour s'assurer que le pouvoir obscur de Cordax ne soit jamais retrouvé. Et c'est ainsi que Nécrus fut effacé des chroniques. Il a été prévu que cette force du mal reste figée dans la glace pour l'éternité. Mais David Kane l'a retrouvée et elle s'empare peu à peu de son esprit. Mera pense que même si la glace fond, Cordax ne peut être libéré, car la magie du sang le garde prisonnier et que seul Atlan peut le libérer. Soudain, Atlana lui fait remarquer que Manta n'a pas besoin d'Atlan, mais de son sang. La magie du sang n'est qu'une question d'ADN, par conséquent, la clé de la prison de Cordax est le sang de n'importe lequel des descendants d'Atlan. Arthur et Mera en déduisent que Manta va kidnapper Junior. Au même moment, dans le phare, Manta blesse Tom avec son trident et kidnappe Junior. À leur arrivée sur les lieux, Arthur et Mera trouvent le phare en feu et Tom encore en vie. Dans le vaisseau Atlante, Shine voit Manta avec Junior. Voyant que les choses vont trop loin, transfère les coordonnées de sa localisation aux Atlantes. Après avoir reçu le signal de Shine, les Atlantes découvrent que Cordax et le royaume de Nécrus sont situés en Antarctique. Mais le roi Néré fait remarquer que contre le canon sonique du vaisseau, il leur faut attaquer dans toutes les directions avec une force écrasante. Arthur suggère plutôt de brouiller l'onde sonore du vaisseau avec une autre onde de même fréquence mais juste beaucoup plus forte. Pendant ce temps, Manta et Shine observent la calotte glaciaire de l'Antarctique en train de fondre. Bien qu'elle n'ait pas encore complètement fondu, Manta repère une faille qui le conduira directement à Cordax. Manta et Shine montent chacun dans un octobo monoplace. Shine porte Junior avec lui. Dans son octobo, Manta lance un missile d'oricalque sur la faille. Arthur arrive devant le vaisseau Atlante et tandis que l'équipage s'apprête à amorcer la charge sonique, Arthur appelle des mammifères marins, qui viennent en nombre devant le vaisseau. Ces derniers se mettent à envoyer des ondes sonores sur le vaisseau qui surcharge l'arme sonique et explose, mettant ainsi le vaisseau hors d'état de nuire. Manta, Shine et Junior pénètrent dans Nécrus. Arthur, Mera, Néré, le roi de Brine et leurs forces font face à des Nécrusiens. Mais le roi de Brine demande aux autres de continuer d'avancer pendant que lui et ses hommes occupent les Nécrusiens. Manta pénètre dans la salle du trône de Cordax. Il voit Cordax installé sur son trône et emprisonné dans la glace. Il demande à Shine de lui remettre Junior, mais Shine l'occupe avec une bombe pour pouvoir s'enfuir avec Junior. Cependant, Manta parvient à lui reprendre Junior. Tandis qu'il s'apprête à saigner Junior. Ce dernier envoie une onde sonore à son père, qui arrive juste à temps pour empêcher Manta de tuer son fils. Arthur combat Manta et est presque tué avant que Mera n'arrive et ne le sauve. Manta lance le trident noir sur Mera, mais Orm l'attrape avant qu'il ne la frappe. L'esprit de Cordax quitte Manta pour Orm, qui se bat contre Arthur et parvient à le faire saigner, brisant le sortilège d'emprisonnement de Cordax. Arthur convainc son frère d'abandonner sa haine pour lui. C'est alors que Cordax est libéré de sa prison. Arthur lance le trident noir droit sur sa tête, mais Cordax l'intercepte. Orm remet à Arthur le trident d'Atlan. Il lance son trident en pleine ligne de mire du trident noir. Cela a pour résultat de détruire à la fois le trident noir et Cordax. Avec la destruction du trident noir, Nécrus commence à s'effondrer. Manta refuse l'aide d'Arthur et se laisse tomber dans une fissure. Les Atlantes et Shine s'échappent pour se mettre en sécurité. Arthur, Mera, Junior, Néré, Orm, le roi de Brine et Shine se réunissent sur un glacier. Arthur estime que Orm a payé sa dette.
Il prévoit d'informer les Atlantes que Orm est mort à condition qu'il reste caché. Plus tard, Arthur prit contact avec les Nations Unies en tant que premier ambassadeur de l'Atlantide. Après plusieurs semaines de négociations secrètes avec les Nations Unies, les médias annoncent un premier contact avec l'Atlantide. Arthur fera une demande d'adhésion officielle pour que le royaume de l'Atlantide devienne un État membre des Nations Unies. Il devrait ensuite proposer des mesures conjointes pour inverser le changement climatique. Il arrive avec le roi Néré, le roi de Bryn et des soldats atlantes sur Ellis Island. Sur place, Arthur s'adresse aux membres des Nations Unies et au monde. Scène post-générique. Vivant incognito parmi les surfaciens, Orm suit un conseil de son frère en dégustant la nourriture surfacienne. Il se prépare à déguster un hamburger bien gras, accompagné d'une salade, de potato et d'un verre de bière. Il goûte le burger et semble circonspect par la première bouchée, puis son regard se pose sur un cafard venu se poser sur la table. Il capture l'insecte, le met dans son burger et trouve le goût intéressant. Fiche technique. Icône signalant une information sauf indication contraire ou complémentaire, les informations mentionnées dans cette section peuvent être confirmées par la base de données IMDb. Titre original, Aquaman and the Lost Kingdom. Titre français, Aquaman et le Royaume perdu. Réalisation, James Wan. Scénario, David Leslie Johnson MC Goldrick, d'après les personnages créés par Mort Weisinger et Paul Norris. Direction artistique, Gary Jopling. Décor, Bill Brzezinski. Costume, Richard Salle. Photographie, Don Burgess. Montage, Kirk Maury. Musique, Rupert Gregson Williams. Production, Peter Safran et James Wan. Genèse et développement. Durant le tournage de Aquaman, 2018, l'acteur Jason Momoa propose un pitch pour une éventuelle suite au président de Warner Bros. Entertainment Toby Emmerich et au producteur Peter Safran. En octobre 2018, Jason Momoa déclare vouloir être davantage impliqué dans le développement d'une possible suite. Il espère alors un tournage courant 2019. Le réalisateur James Wan déclare ensuite que plusieurs intrigues sont possibles et qu'il aimerait introduire de nouveaux royaumes sous Marin 9,10. En décembre, Toby Emmerich est confiant à la suite du résultat du premier film au box-office 11. Fin janvier 2019, Aquaman devient même l'un des plus gros succès d'un film basé sur un personnage DC Comics. Warner Bros. Négocie alors pour le retour de James Wan 12. En février 2019, le studio engage les scénaristes Noah Gardner et Aidan Fitzgerald pour écrire un spin-off du film intitulé The Trench. Ce film est envisagé sans les acteurs principaux du premier film et avec un budget plus restreint, avec James Wan et Peter Safran à la production 13. Peu après, David Leslie Johnson MC Goldrick signe pour écrire le script de la suite de Aquaman. La participation de James Wan comme réalisateur demeure alors incertaine. 14. Fin février 2019, Warner Bros. Annonce que Aquaman 2 sortira aux États-Unis le 16 décembre 2215. Peter Safran explique que l'idée est également d'enrichir l'univers avec plusieurs films à la façon de ce que James Wan a fait avec l'univers cinématographique Conjuring 16. En juillet 2019, James Wan s'engage sur le tournage de Malignan, 2021, avant de tourner Aquaman 217. Le scénariste David Leslie Johnson MC Goldrick explique en mars 2020 que le script ne sera pas adapté d'un comics en particulier mais plutôt de l'âge d'argent des comics des intrigues d'Aquaman et Black Manta 18. James Wan est confirmé comme réalisateur lors du DC Fandom virtuel organisé en août 2020. Il prévoit par ailleurs un film plus sérieux que le premier film 19. En avril 2021, Warner Bros. Et DC annonce que le spin-off intitulé The Trench n'est plus d'actualité 20. En juin 2021, James Wan annonce le titre du film, Aquaman and the Lost Kingdom 21. Attribution des rôles. En novembre 2019, Patrick Wilson déclare qu'il reprendra son rôle d'Ocean Master 22. Le mois suivant, Yahya Abdul-Mateen II confirme qu'il reprendra aussi celui de Black Manta 23. En novembre 2020, Amber Heard réfute les rumeurs de son absence du film après les accusations et les polémiques liées à sa relation avec Johnny Depp.
Une pétition est même lancée sur Internet pour que l'actrice ne revienne pas endosser son rôle de Mera, en réponse à l'éviction de Johnny Depp d'une autre production de Warner Bros., Les Animaux Fantastiques, Les Secrets de Dumbledore. Aquaman et le Royaume perdu 1, 2, Aquaman and the Lost Kingdom, est un film américain réalisé par James Wan sorti en 2023. 15e et dernier film de l'univers cinématographique DC, il s'agit de la seconde aventure solo d'Aquaman après Aquaman, du même réalisateur, sorti en 2018. Synopsis. En 2022, 4 ans après être devenu roi de Atlantide 3, Arthur Curry a épousé Mera et a eu un fils, Arthur Jr. Tout en partageant sa vie entre la Terre et l'océan. Mais Arthur se rend compte que la vie de roi n'est pas aussi géniale qu'il le croyait. Le pire, c'est qu'il y a un haut conseil dont personne ne lui avait parlé et qui conteste tous ses projets. Il peut pacifier les océans à sa manière, mais il aime surtout prendre en flagrant délit les combats illégaux. Alors qu'Arthur discute avec son père dans le phare familial, ils se rendent compte que Junior arrive à communiquer avec la faune marine. En Antarctique, David Kane s'est constitué une nouvelle équipe. Il est guidé par le docteur Stephen Shine afin de l'aider à rechercher de la technologie Atlante pour réparer son armure de Black Manta et ainsi se venger d'Aquaman. Mais les indications données par Shine sont encore une fausse piste. Non loin de là, Shine enregistre un journal de bord où il explique que cela fait maintenant 463 jours qu'il tente de retrouver de la technologie Atlante. Il rejoint un lieu où sont installés des sismographes. Sur place, un de ses collègues lui signale que les appareils s'affolent. Shine lui demande où se trouve l'épicentre et son collège lui dit qu'ils sont pile dessus. C'est alors que la glace se fissure et ils tombent tous les deux dans une caverne. Une créature tentaculaire emporte le collègue de Shine et disparaît. Kane et son équipe arrivent pour porter secours à Shine, qui leur avait envoyé un signal de détresse. Ensemble, ils suivent les empreintes de la créature et explorent les profondeurs marines de la caverne. Au fond, ils découvrent une ancienne construction datant de quelques milliers d'années. C'est alors que la créature apparaît et s'en prend à eux. La créature projette Kane au sol, qui découvre alors des machines atlantes et un trident noir. Après l'avoir touché, le trident pénètre dans son esprit. Kane voit un être maléfique lui demandant de le délivrer de sa prison. En échange, il le dotera de la force nécessaire pour tuer Aquaman et sa famille et détruire le royaume de l'Atlantide. Après être sorti de sa transe, les yeux de Kane deviennent verts, car il est désormais sous l'influence du trident. 5 mois plus tard, les médias annoncent une hausse des températures dans le monde depuis ces 5 derniers mois. Plus tard, le Haut Conseil de l'Atlantide convoque Arthur pour une réunion d'urgence, car il y a un nouveau foyer de peste. Cette fois, ça a frappé dans la 9e tride de l'Atlantide et l'épidémie a aussi atteint le royaume des Fishermen. Il s'agit de la première épidémie de peste depuis des siècles. Selon Dan Carchon, qui préside le conseil, la surface empoisonne l'atmosphère des Atlantes depuis plus de 100 ans. Mais Arthur rétorque en disant que les surfaciens ne peuvent pas se soucier des Atlantes s'ils ne connaissent pas leur existence. Il suggère donc au conseil que les Atlantes révèlent leur existence aux surfaciens afin qu'ils discutent avec leurs chercheurs et réparer le mal que les surfaciens ont déjà fait en mettant en commun la technologie surfacienne et atlante. Arthur est conscient que cela est contraire aux traditions de l'Atlantide, mais le monde se rétrécit et les vieilles méthodes des Atlantes ne les protègent plus. Les temps ont changé. C'est ce que l'Atlantide désire. La nouvelle génération ne peut plus vivre cachée. Carchon rappelle à Arthur que la peste a causé la mort de Nudi Vulco. Les membres du conseil avaient donné à Orm les pouvoirs de guerre et l'avaient choisi comme maître des océans. Carchon finit la discussion en disant que si jamais le conseil devait décider un jour de révéler l'existence des Atlantes aux surfaciens, ce sera pour les éradiquer et non pas pour coexister avec eux. Quelque part dans l'Atlantique, Kane, redevenu Manta, mais n'ayant plus besoin de porter la tenue complète de son armure, son équipe et Shine naviguent à bord d'un vaisseau Atlante. Shine enregistre une nouvelle fois un journal de bord. Cela fait 150 jours depuis la découverte du trident noir. Manta lance la plus risquée de leur mission jusqu'ici. Une infiltration de 3 octobos monoplaces, les machines Atlantes qu'ils ont trouvées, très anciennes mais encore en état de marche. Shine a seulement dû les adapter à leurs besoins. Mais elles nécessitent un carburant très particulier, de l'oricalque, le nom que donne Manta.
Depuis le jour où il a découvert le trident noir, Manta détient des secrets qui devraient lui être inconnus. Il sait par exemple que le seul moyen de se procurer de l'oricalque est de le dérober dans des entrepôts ultra sécurisés. Et il s'apprête à braquer le plus dangereux de tous. Manta s'introduit discrètement dans l'entrepôt d'oricalque. Mais ils sont repérés par une pieuvre, qui part donner l'alerte. Alors qu'il prélève de l'oricalque, une alarme sonne. Manta ordonne au vaisseau de lancer l'exfiltration d'urgence. Le vaisseau pénètre dans la frontière de l'Atlantide, sous les yeux émerveillés de Shine. Le vaisseau est hors de la zone de transit. Shine active le canon sonique du vaisseau contre un des hydrocanons du poste frontalier. Après avoir mis hors d'état de nuire l'hydrocanon, le vaisseau pénètre au cœur de l'Atlantide. Alors que les 3 Octobots tentent de rejoindre le vaisseau, ils sont attrapés à mi-chemin et poursuivis par les forces atlantes. Manta blesse Mera avec son rayon laser et parvient à éloigner suffisamment Aquaman pour regagner le vaisseau. Le canon sonique est utilisé sur Aquaman et le vaisseau réussit à fuir. Après cet échec d'Arthur, Karchon convoque une séance d'urgence due au Conseil afin d'étudier une motion visant à retirer au trône ses pouvoirs exécutifs. Elle se sert de ce prétexte pour démontrer ce qui arriverait si la surface devait apprendre l'existence de l'Atlantide. Lors d'une réunion avec Atlana et le roi Néré, Arthur leur révèle que Manta n'est plus le même, car il a gagné en force et arrive à l'affronter sans son armure. Quand Arthur demande d'où sortent les engins, Atlana lui répond qu'il s'agit d'une technologie ancienne mais de conception inconnue des Atlantes modernes. Arthur apprend que Manta s'est enfui avec d'énormes réserves d'oricalque. Il apprend également que c'est une source d'énergie des temps anciens, qui émet de grandes quantités de gaz à effet de serre extrêmement destructeurs pour la planète et que les Atlantes avaient eux-mêmes failli détruire leurs océans avant de se rendre compte de leur erreur. Il est impossible de l'éliminer, alors les réserves accumulées ont été enfouies dans 12 entrepôts des grandes profondeurs. Arthur suggère de prévenir les 11 autres qu'elles risquent d'être braquées aussi. Mais Néré l'informe que Manta les a déjà tous dévalisés en secret depuis les 5 derniers mois. Soudain, Arthur se rend compte que c'est Manta qui a déclenché les pics de température qui provoquent des catastrophes en surface et qui rendent malades les peuples marins. Manta vole l'oricalque pour réchauffer la planète. Pour savoir où il se cache, Arthur doit demander l'aide de Orm. Le problème est que Orm est prisonnier des Fishermen et qu'Arthur ne peut l'exfiltrer sans risquer une guerre entre les Atlantes et les Fishermen. Le renseignement xébélien a appris récemment que Orm est détenu sur Terre dans un complexe souterrain ultra-secret et unique en son genre. Dans une prison des déserteurs en territoire des Fishermen. Néré lui remet une tenue, qui est constituée de chromatophores. La tenue peut le camoufler pendant 1 minute et le rendre indétectable par la plupart des capteurs. Et pour communiquer, Atlana adjoint à Arthur une pieuvre, celle qui avait repéré Manta s'introduire dans l'entrepôt, qui servira de messager. Atlana la nomme Topo, acronyme de « Transmetteur océanique pluriopérationnel ». Une intelligence transgénique faite pour l'infiltration et l'espionnage. La prison est gardée par un groupe résiduel de redoutables déserteurs qui vénèrent la mort et qui ont survécu à l'assèchement du Sahara en s'abreuvant de sang. Arthur trouvera un Orm bien affaibli. Il est rationné en eau, mais n'a le droit qu'au minimum vital. Sur place, Arthur parvient à libérer Orm à l'aide de Topo et aux montures des déserteurs. Après que son corps a été recouvert de l'eau de la mer, Orm retrouva toutes ses forces. Dans l'océan, Orm emmène Arthur rencontrer son contact qui saura où se trouve Manta. Pendant ce temps, ce dernier fait brûler l'oricalque dans une ancienne raffinerie atlante dans un lieu inconnu de la surface. Orm et Arthur pénètrent dans un repère de pirates appelé la Citadelle Engloutie, construit à partir de bouts d'épaves récupérés à travers le monde. Ils sont amenés enchaînés devant Kingfish. C'est lui qui avait mis Orm en contact avec Manta. Il leur annonce que David Kane ne vend plus ses services. Il exerce désormais à son compte. Il refuse de leur dire à Arthur où se trouve Manta, car les rois de l'Atlantide ont toujours fermé les yeux sur les affaires de la Citadelle. Après s'être libéré et mené un combat contre les hommes de Kingfish, Arthur l'oblige à lui révéler où se trouve Kane. Kingfish lui révèle que la rumeur mentionne une île volcanique nommée le Gouffre du Diable, dans le Pacifique Sud. Orm, Arthur et Topo arrivent dans le Gouffre du Diable. Arthur demande à Topo de revenir en Atlantide pour donner la localisation de l'île. En chemin,
Orm et Arthur découvrent que l'oricalque a fait muter la faune et la flore de l'île. Pendant ce temps, Shine touche le trident noir et entrevoit l'entité maléfique. Plus tard, Orm et Arthur pénètrent au cœur du volcan et combattent les forces de Manta. Ils finissent par combattre Manta, qui parvient à leur tenir tête. Lors du combat, Orm entre en contact avec le trident noir, qui lui montre des visions de son origine. Soudain, le volcan est bombardé par les forces xébéliennes. Après que Manta se soit encore échappé, Orm révèle qu'en touchant le trident noir, il a vu le royaume perdu. Un royaume dont la mention fut effacée des chroniques juste avant le grand effondrement de l'Atlantide. Orm révèle que ce royaume se nomme Nécrus. Sous le règne du roi Atlan, il y avait 7 royaumes au sein de l'Atlantide qui pliaient tous sous le fléau de la ville noire, un autre nom de Nécrus. Grâce à l'exploitation de l'oricalque, Nécrus était vite devenu une superpuissance sans égale. Mais au prix que les terres et les mers avaient été empoisonnées et même l'esprit du tyran qui régentait Nécrus, le propre frère d'Atlan, Cordax. Atlan l'implora de cesser d'utiliser l'oricalque avant que le monde ne soit saccagé. Mais Cordax exécrait Atlan, car il pensait que son frère voulait lui voler son pouvoir. Aussi fit-il appel à la magie noire pour forger un instrument maléfique, le trident noir. Il fit de son peuple et de lui-même des monstres afin de combattre l'Atlantide. Ce fut la guerre entre les 2 frères. Atlan finit par vaincre Cordax et il emprisonna son frère ainsi que tout Nécrus grâce à un sortilège scellé par son propre sang. Pour s'assurer que le pouvoir obscur de Cordax ne soit jamais retrouvé. Et c'est ainsi que Nécrus fut effacé des chroniques. Il a été prévu que cette force du mal reste figée dans la glace pour l'éternité. Mais David Kane l'a retrouvée et elle s'empare peu à peu de son esprit. Mera pense que même si la glace fond, Cordax ne peut être libéré, car la magie du sang le garde prisonnier et que seul Atlan peut le libérer. Soudain, Atlana lui fait remarquer que Manta n'a pas besoin d'Atlan, mais de son sang. La magie du sang n'est qu'une question d'ADN, par conséquent, la clé de la prison de Cordax est le sang de n'importe lequel des descendants d'Atlan. Arthur et Mera en déduisent que Manta va kidnapper Junior. Au même moment, dans le phare, Manta blesse Tom avec son trident et kidnappe Junior. À leur arrivée sur les lieux, Arthur et Mera trouvent le phare en feu et Tom encore en vie. Dans le vaisseau Atlante, Shine voit Manta avec Junior. Voyant que les choses vont trop loin, transfère les coordonnées de sa localisation aux Atlantes. Après avoir reçu le signal de Shine, les Atlantes découvrent que Cordax et le royaume de Nécrus sont situés en Antarctique. Mais le roi Néré fait remarquer que contre le canon sonique du vaisseau, il leur faut attaquer dans toutes les directions avec une force écrasante. Arthur suggère plutôt de brouiller l'onde sonore du vaisseau avec une autre onde de même fréquence mais juste beaucoup plus forte. Pendant ce temps, Manta et Shine observent la calotte glaciaire de l'Antarctique en train de fondre. Bien qu'elle n'ait pas encore complètement fondu, Manta repère une faille qui le conduira directement à Cordax. Manta et Shine montent chacun dans un octobo monoplace. Shine porte Junior avec lui. Dans son octobo, Manta lance un missile d'oricalque sur la faille. Arthur arrive devant le vaisseau Atlante et tandis que l'équipage s'apprête à amorcer la charge sonique, Arthur appelle des mammifères marins, qui viennent en nombre devant le vaisseau. Ces derniers se mettent à envoyer des ondes sonores sur le vaisseau qui surcharge l'arme sonique et explose, mettant ainsi le vaisseau hors d'état de nuire. Manta, Shine et Junior pénètrent dans Nécrus. Arthur, Mera, Néré, le roi de Bryn et leurs forces font face à des Nécrusiens. Mais le roi de Bryn demande aux autres de continuer d'avancer pendant que lui et ses hommes occupent les Nécrusiens. Manta pénètre dans la salle du trône de Cordax. Il voit Cordax installé sur son trône et emprisonné dans la glace. Il demande à Shine de lui remettre Junior, mais Shine l'occupe avec une bombe pour pouvoir s'enfuir avec Junior. Cependant, Manta parvient à lui reprendre Junior, tandis qu'il s'apprête à saigner Junior. Ce dernier envoie une onde sonore à son père, qui arrive juste à temps pour empêcher Manta de tuer son fils. Arthur combat Manta et est presque tué avant que Mera n'arrive et ne le sauve. Manta lance le trident noir sur Mera, mais Orm l'attrape avant qu'il ne la frappe. L'esprit de Cordax quitte Manta pour Orm, qui se bat contre Arthur et parvient à le faire saigner, brisant le sortilège d'emprisonnement de Cordax. Arthur convainc son frère d'abandonner sa haine pour lui.
C'est alors que Cordax est libéré de sa prison. Arthur lance le trident noir droit sur sa tête, mais Cordax l'intercepte. Orm remet à Arthur le trident d'Atlan. Il lance son trident en pleine ligne de mire du trident noir. Cela a pour résultat de détruire à la fois le trident noir et Cordax. Avec la destruction du trident noir, Necrus commence à s'effondrer. Manta refuse l'aide d'Arthur et se laisse tomber dans une fissure. Les Atlantes et Shine s'échappent pour se mettre en sécurité. Arthur, Mera, Junior, Néré, Orm, le roi de Bryn et Shine se réunissent sur un glacier. Arthur estime que Orm a payé sa dette. Il prévoit d'informer les Atlantes que Orm est mort à condition qu'il reste caché. Plus tard, Arthur prit contact avec les Nations Unies en tant que premier ambassadeur de l'Atlantide. Après plusieurs semaines de négociations secrètes avec les Nations Unies, les médias annoncent un premier contact avec l'Atlantide. Arthur fera une demande d'adhésion officielle pour que le royaume de l'Atlantide devienne un État membre des Nations Unies. Il devrait ensuite proposer des mesures conjointes pour inverser le changement climatique. Il arrive avec le roi Néré, le roi de Bryn et des soldats atlantes sur Ellis Island. Sur place, Arthur s'adresse aux membres des Nations Unies et au monde. Scène post-générique. Vivant incognito parmi les surfaciens, Orm suit un conseil de son frère en dégustant la nourriture surfacienne. Il se prépare à déguster un hamburger bien gras, accompagné d'une salade, de potato et d'un verre de bière. Il goûte le burger et semble circonspect par la première bouchée, puis son regard se pose sur un cafard venu se poser sur la table. Il capture l'insecte, le met dans son burger et trouve le goût intéressant. Fiche technique. Icône signalant une information sauf indication contraire ou complémentaire, les informations mentionnées dans cette section peuvent être confirmées par la base de données IMDb. Titre original, Aquaman and the Lost Kingdom. Titre français, Aquaman et le Royaume perdu. Réalisation, James Wan. Scénario, David Leslie Johnson MC Goldrick, d'après les personnages créés par Mort Wesinger et Paul Norris. Direction artistique, Gary Jopling. Décor, Bill Brzeski. Costume, Richard Salle. Photographie, Don Burgess. Montage, Kirk Maury. Musique, Rupert Gregson Williams. Production, Peter Safran et James Wan. Genèse et développement. Durant le tournage de Aquaman, 2018, l'acteur Jason Momoa propose un pitch pour une éventuelle suite au président de Warner Bros. Entertainment Toby Emmerich et au producteur Peter Safran. En octobre 2018, Jason Momoa déclare vouloir être davantage impliqué dans le développement d'une possible suite. Il espère alors un tournage courant 2019. Le réalisateur James Wan déclare ensuite que plusieurs intrigues sont possibles et qu'il aimerait introduire de nouveaux royaumes sous Marin 9,10. En décembre, Toby Emmerich est confiant à la suite du résultat du premier film au box-office 11. Fin janvier 2019, Aquaman devient même l'un des plus gros succès d'un film basé sur un personnage DC Comics. Warner Bros. Négocie alors pour le retour de James Wan 12. En février 2019, le studio engage les scénaristes Noah Gardner et Aidan Fitzgerald pour écrire un spin-off du film intitulé The Trench. Ce film est envisagé sans les acteurs principaux du premier film et avec un budget plus restreint, avec James Wan et Peter Safran à la production 13. Peu après, David Leslie Johnson MC Goldrick signe pour écrire le script de la suite de Aquaman. La participation de James Wan comme réalisateur demeure alors incertaine. 14. Fin février 2019, Warner Bros. Annonce que Aquaman 2 sortira aux États-Unis le 16 décembre 2215. Peter Safran explique que l'idée est également d'enrichir l'univers avec plusieurs films à la façon de ce que James Wan a fait avec l'univers cinématographique Conjuring 16. En juillet 2019, James Wan s'engage sur le tournage de Malignan, 2021, avant de tourner Aquaman 217. Le scénariste David Leslie Johnson MC Goldrick explique en mars 2020 que le script ne sera pas adapté d'un comics en particulier mais plutôt de l'âge d'argent des comics des intrigues d'Aquaman et Black Manta 18. James Wan est confirmé comme réalisateur lors du DC Fandom virtuel organisé en août 2020. Il prévoit par ailleurs un film plus sérieux que le premier film 19. En avril 2021,
Warner Bros. Et DC annonce que le spin-off intitulé The Trench n'est plus d'actualité 20. En juin 2021, James Wan annonce le titre du film, Aquaman and the Lost Kingdom 21. Attribution des rôles. En novembre 2019, Patrick Wilson déclare qu'il reprendra son rôle d'Ocean Master 22. Le mois suivant, Yahya Abdul-Mateen II confirme qu'il reprendra aussi celui de Black Manta 23. En novembre 2020, Amber Heard réfute les rumeurs de son absence du film après les accusations et les polémiques liées à sa relation avec Johnny Depp. Une pétition est même lancée sur Internet pour que l'actrice ne revienne pas endosser son rôle de Mera, en réponse à l'éviction de Johnny Depp d'une autre production de Warner Bros., Les Animaux Fantastiques, Les Secrets de Dumbledore. Aquaman et le Royaume perdu 1, 2, Aquaman and the Lost Kingdom, est un film américain réalisé par James Wan sorti en 2023. 15e et dernier film de l'univers cinématographique DC, il s'agit de la seconde aventure solo d'Aquaman après Aquaman, du même réalisateur, sorti en 2018. Synopsis. En 2022, 4 ans après être devenu roi de Atlantide 3, Arthur Curry a épousé Mera et a eu un fils, Arthur Jr. Tout en partageant sa vie entre la Terre et l'océan. Mais Arthur se rend compte que la vie de roi n'est pas aussi géniale qu'il le croyait. Le pire, c'est qu'il y a un haut conseil dont personne ne lui avait parlé et qui conteste tous ses projets. Il peut pacifier les océans à sa manière, mais il aime surtout prendre en flagrant délit les combats illégaux. Alors qu'Arthur discute avec son père dans le phare familial, ils se rendent compte que Junior arrive à communiquer avec la faune marine. En Antarctique, David Kane s'est constitué une nouvelle équipe. Il est guidé par le docteur Stephen Shine afin de l'aider à rechercher de la technologie Atlante pour réparer son armure de Black Manta et ainsi se venger d'Aquaman. Mais les indications données par Shine sont encore une fausse piste. Non loin de là, Shine enregistre un journal de bord où il explique que cela fait maintenant 463 jours qu'il tente de retrouver de la technologie Atlante. Il rejoint un lieu où sont installés des sismographes. Sur place, un de ses collègues lui signale que les appareils s'affolent. Shine lui demande où se trouve l'épicentre et son collège lui dit qu'ils sont pile dessus. C'est alors que la glace se fissure et ils tombent tous les deux dans une caverne. Une créature tentaculaire emporte le collègue de Shine et disparaît. Kane et son équipe arrivent pour porter secours à Shine, qui leur avait envoyé un signal de détresse. Ensemble, ils suivent les empreintes de la créature et explorent les profondeurs marines de la caverne. Au fond, ils découvrent une ancienne construction datant de quelques milliers d'années. C'est alors que la créature apparaît et s'en prend à eux. La créature projette Kane au sol, qui découvre alors des machines atlantes et un trident noir. Après l'avoir touché, le trident pénètre dans son esprit. Kane voit un être maléfique lui demandant de le délivrer de sa prison. En échange, il le dotera de la force nécessaire pour tuer Aquaman et sa famille et détruire le royaume de l'Atlantide. Après être sorti de sa transe, les yeux de Kane deviennent verts, car il est désormais sous l'influence du trident. 5 mois plus tard, les médias annoncent une hausse des températures dans le monde depuis ces 5 derniers mois. Plus tard, le Haut Conseil de l'Atlantide convoque Arthur pour une réunion d'urgence, car il y a un nouveau foyer de peste. Cette fois, ça a frappé dans la 9e tride de l'Atlantide et l'épidémie a aussi atteint le royaume des Fishermen. Il s'agit de la première épidémie de peste depuis des siècles. Selon Dan Carchon, qui préside le conseil, la surface empoisonne l'atmosphère des Atlantes depuis plus de 100 ans. Mais Arthur rétorque en disant que les surfaciens ne peuvent pas se soucier des Atlantes s'ils ne connaissent pas leur existence. Il suggère donc au Conseil que les Atlantes révèlent leur existence aux surfaciens afin qu'ils discutent avec leurs chercheurs et réparer le mal que les surfaciens ont déjà fait en mettant en commun la technologie surfacienne et atlante. Arthur est conscient que cela est contraire aux traditions de l'Atlantide, mais le monde se rétrécit et les vieilles méthodes des Atlantes ne les protègent plus. Les temps ont changé. C'est ce que l'Atlantide désire. La nouvelle génération ne peut plus vivre cachée. Carchon rappelle à Arthur que la peste a causé la mort de Nudi Vulco. Les membres du Conseil avaient donné à Orm les pouvoirs de guerre et l'avaient choisi comme maître des océans. Carchon finit la discussion en disant que si jamais le Conseil devait décider un jour de révéler l'existence des Atlantes aux surfaciens, ce sera pour les éradiquer et non pas pour coexister avec eux. Quelque part dans l'Atlantique, Kane, redevenu Manta,
Mais n'ayant plus besoin de porter la tenue complète de son armure, son équipe et Shine naviguent à bord d'un vaisseau Atlante. Shine enregistre une nouvelle fois un journal de bord. Cela fait 150 jours depuis la découverte du Trident Noir. Manta lance la plus risquée de leur mission jusqu'ici. Une infiltration de 3 octobos monoplaces, les machines Atlantes qu'ils ont trouvées, très anciennes mais encore en état de marche. Shine a seulement dû les adapter à leurs besoins. Mais elles nécessitent un carburant très particulier, de l'oricalque, le nom que donne Manta. Depuis le jour où il a découvert le Trident Noir, Manta détient des secrets qui devraient lui être inconnus. Il sait par exemple que le seul moyen de se procurer de l'oricalque est de le dérober dans des entrepôts ultra sécurisés. Et il s'apprête à braquer le plus dangereux de tous. Manta s'introduit discrètement dans l'entrepôt d'oricalque. Mais ils sont repérés par une pieuvre, qui part donner l'alerte. Alors qu'il prélève de l'oricalque, une alarme sonne. Manta ordonne au vaisseau de lancer l'exfiltration d'urgence. Le vaisseau pénètre dans la frontière de l'Atlantide, sous les yeux émerveillés de Shine. Le vaisseau est hors de la zone de transit. Shine active le canon sonique du vaisseau contre un des hydrocanons du poste frontalier. Après avoir mis hors d'état de nuire l'hydrocanon, le vaisseau pénètre au cœur de l'Atlantide. Alors que les 3 octobos tentent de rejoindre le vaisseau, ils sont attrapés à mi-chemin et poursuivis par les forces atlantes. Manta blesse Mera avec son rayon laser et parvient à éloigner suffisamment Aquaman pour regagner le vaisseau. Le canon sonique est utilisé sur Aquaman et le vaisseau réussit à fuir. Après cet échec d'Arthur, Karchon convoque une séance d'urgence due au Conseil afin d'étudier une motion visant à retirer au trône ses pouvoirs exécutifs. Elle se sert de ce prétexte pour démontrer ce qui arriverait si la surface devait apprendre l'existence de l'Atlantide. Lors d'une réunion avec Atlana et le roi Néré, Arthur leur révèle que Manta n'est plus le même, car il a gagné en force et arrive à l'affronter sans son armure. Quand Arthur demande d'où sortent les engins, Atlana lui répond qu'il s'agit d'une technologie ancienne mais de conception inconnue des Atlantes modernes. Arthur apprend que Manta s'est enfui avec d'énormes réserves d'oricalque. Il apprend également que c'est une source d'énergie des temps anciens, qui émet de grandes quantités de gaz à effet de serre extrêmement destructeurs pour la planète et que les Atlantes avaient eux-mêmes failli détruire leurs océans avant de se rendre compte de leur erreur. Il est impossible de l'éliminer, alors les réserves accumulées ont été enfouies dans 12 entrepôts des grandes profondeurs. Arthur suggère de prévenir les 11 autres qu'elles risquent d'être braquées aussi. Mais Néré l'informe que Manta les a déjà tous dévalisés en secret depuis les 5 derniers mois. Soudain, Arthur se rend compte que c'est Manta qui a déclenché les pics de température qui provoquent des catastrophes en surface et qui rendent malades les peuples marins. Manta vole l'oricalque pour réchauffer la planète. Pour savoir où il se cache, Arthur doit demander l'aide de Orm. Le problème est que Orm est prisonnier des Fishermen et qu'Arthur ne peut l'exfiltrer sans risquer une guerre entre les Atlantes et les Fishermen. Le renseignement xébélien a appris récemment que Orm est détenu sur Terre dans un complexe souterrain ultra secret et unique en son genre. Dans une prison des déserteurs en territoire des Fishermen. Néré lui remet une tenue, qui est constituée de chromatophores. La tenue peut le camoufler pendant 1 minute et le rendre indétectable par la plupart des capteurs. Et pour communiquer, Atlana adjoint à Arthur une pieuvre, celle qui avait repéré Manta s'introduire dans l'entrepôt, qui servira de messager. Atlana la nomme Topo, acronyme de « Transmetteur océanique pluriopérationnel ». Une intelligence transgénique faite pour l'infiltration et l'espionnage. La prison est gardée par un groupe résiduel de redoutables déserteurs qui vénèrent la mort et qui ont survécu à l'assèchement du Sahara en s'abreuvant de sang. Arthur trouvera un Orm bien affaibli. Il est rationné en eau, mais n'a le droit qu'au minimum vital. Sur place, Arthur parvient à libérer Orm à l'aide de Topo et aux montures des déserteurs. Après que son corps a été recouvert de l'eau de la mer, Orm retrouva toutes ses forces. Dans l'océan, Orm emmène Arthur rencontrer son contact qui saura où se trouve Manta. Pendant ce temps, ce dernier fait brûler l'oricalque dans une ancienne raffinerie atlante dans un lieu inconnu de la surface. Orm et Arthur pénètrent dans un repère de pirates appelé la Citadelle Engloutie, construit à partir de bouts d'épaves récupérés à travers le monde. Ils sont amenés enchaînés devant Kingfish. C'est lui qui avait mis Orm en contact avec Manta. Il leur annonce que David Kane ne vend plus ses services.
Il exerce désormais à son compte. Il refuse de leur dire à Arthur où se trouve Manta, car les rois de l'Atlantide ont toujours fermé les yeux sur les affaires de la citadelle. Après s'être libéré et mené un combat contre les hommes de Kingfish, Arthur l'oblige à lui révéler où se trouve Kane. Kingfish lui révèle que la rumeur mentionne une île volcanique nommée le Gouffre du Diable, dans le Pacifique Sud. Orm, Arthur et Topo arrivent dans le Gouffre du Diable. Arthur demande à Topo de revenir en Atlantide pour donner la localisation de l'île. En chemin, Orm et Arthur découvrent que l'oricalque a fait muter la faune et la flore de l'île. Pendant ce temps, Shine touche le trident noir et entrevoit l'entité maléfique. Plus tard, Orm et Arthur pénètrent au cœur du volcan et combattent les forces de Manta. Ils finissent par combattre Manta, qui parvient à leur tenir tête. Lors du combat, Orm entre en contact avec le trident noir, qui lui montre des visions de son origine. Soudain, le volcan est bombardé par les forces xébéliennes. Après que Manta se soit encore échappé, Orm révèle qu'en touchant le trident noir, il a vu le royaume perdu. Un royaume dont la mention fut effacée des chroniques juste avant le grand effondrement de l'Atlantide. Orm révèle que ce royaume se nomme Nécrus. Sous le règne du roi Atlan, il y avait 7 royaumes au sein de l'Atlantide qui pliaient tous sous le fléau de la ville noire, un autre nom de Nécrus. Grâce à l'exploitation de l'oricalque, Nécrus était vite devenu une superpuissance sans égale. Mais au prix que les terres et les mers avaient été empoisonnées et même l'esprit du tyran qui régentait Nécrus, le propre frère d'Atlan, Cordax. Atlan l'implora de cesser d'utiliser l'oricalque avant que le monde ne soit saccagé. Mais Cordax exécrait Atlan, car il pensait que son frère voulait lui voler son pouvoir. Aussi fit-il appel à la magie noire pour forger un instrument maléfique, le trident noir. Il fit de son peuple et de lui-même des monstres afin de combattre l'Atlantide. Ce fut la guerre entre les 2 frères. Atlan finit par vaincre Cordax et il emprisonna son frère ainsi que tout Nécrus grâce à un sortilège scellé par son propre sang. Pour s'assurer que le pouvoir obscur de Cordax ne soit jamais retrouvé. Et c'est ainsi que Nécrus fut effacé des chroniques. Il a été prévu que cette force du mal reste figée dans la glace pour l'éternité. Mais David Kane l'a retrouvée et elle s'empare peu à peu de son esprit. Mera pense que même si la glace fond, Cordax ne peut être libéré, car la magie du sang le garde prisonnier et que seul Atlan peut le libérer. Soudain, Atlana lui fait remarquer que Manta n'a pas besoin d'Atlan, mais de son sang. La magie du sang n'est qu'une question d'ADN, par conséquent, la clé de la prison de Cordax est le sang de n'importe lequel des descendants d'Atlan. Arthur et Mera en déduisent que Manta va kidnapper Junior. Au même moment, dans le phare, Manta blesse Tom avec son trident et kidnappe Junior. À leur arrivée sur les lieux, Arthur et Mera trouvent le phare en feu et Tom encore en vie. Dans le vaisseau Atlante, Shine voit Manta avec Junior. Voyant que les choses vont trop loin, transfère les coordonnées de sa localisation aux Atlantes. Après avoir reçu le signal de Shine, les Atlantes découvrent que Cordax et le royaume de Nécrus sont situés en Antarctique. Mais le roi Néré fait remarquer que contre le canon sonique du vaisseau, il leur faut attaquer dans toutes les directions avec une force écrasante. Arthur suggère plutôt de brouiller l'onde sonore du vaisseau avec une autre onde de même fréquence mais juste beaucoup plus forte. Pendant ce temps, Manta et Shine observent la calotte glaciaire de l'Antarctique en train de fondre. Bien qu'elle n'ait pas encore complètement fondu, Manta repère une faille qui le conduira directement à Cordax. Manta et Shine montent chacun dans un octobo monoplace. Shine porte Junior avec lui. Dans son octobo, Manta lance un missile d'oricalque sur la faille. Arthur arrive devant le vaisseau Atlante et tandis que l'équipage s'apprête à amorcer la charge sonique, Arthur appelle des mammifères marins, qui viennent en nombre devant le vaisseau. Ces derniers se mettent à envoyer des ondes sonores sur le vaisseau qui surcharge l'arme sonique et explose, mettant ainsi le vaisseau hors d'état de nuire. Manta, Shine et Junior pénètrent dans Nécrus. Arthur, Mera, Néré, le roi de Brine et leurs forces font face à des Nécrusiens. Mais le roi de Brine demande aux autres de continuer d'avancer pendant que lui et ses hommes occupent les Nécrusiens. Manta pénètre dans la salle du trône de Cordax. Il voit Cordax installé sur son trône et emprisonné dans la glace. Il demande à Shine de lui remettre Junior, mais Shine l'occupe avec une bombe pour pouvoir s'enfuir avec Junior. Cependant,
Manta parvient à lui reprendre Junior. Tandis qu'il s'apprête à saigner Junior. Ce dernier envoie une onde sonore à son père, qui arrive juste à temps pour empêcher Manta de tuer son fils. Arthur combat Manta et est presque tué avant que Mera n'arrive et ne le sauve. Manta lance le trident noir sur Mera, mais Orm l'attrape avant qu'il ne la frappe. L'esprit de Cordax quitte Manta pour Orm, qui se bat contre Arthur et parvient à le faire saigner, brisant le sortilège d'emprisonnement de Cordax. Arthur convainc son frère d'abandonner sa haine pour lui. C'est alors que Cordax est libéré de sa prison. Arthur lance le trident noir droit sur sa tête, mais Cordax l'intercepte. Orm remet à Arthur le trident d'Atlan. Il lance son trident en pleine ligne de mire du trident noir. Cela a pour résultat de détruire à la fois le trident noir et Cordax. Avec la destruction du trident noir, Necrus commence à s'effondrer. Manta refuse l'aide d'Arthur et se laisse tomber dans une fissure. Les Atlantes et Shine s'échappent pour se mettre en sécurité. Arthur, Mera, Junior, Néré, Orm, le roi de Bryn et Shine se réunissent sur un glacier. Arthur estime que Orm a payé sa dette. Il prévoit d'informer les Atlantes que Orm est mort à condition qu'il reste caché. Plus tard, Arthur prit contact avec les Nations Unies en tant que premier ambassadeur de l'Atlantide. Après plusieurs semaines de négociations secrètes avec les Nations Unies, les médias annoncent un premier contact avec l'Atlantide. Arthur fera une demande d'adhésion officielle pour que le royaume de l'Atlantide devienne un État membre des Nations Unies. Il devrait ensuite proposer des mesures conjointes pour inverser le changement climatique. Il arrive avec le roi Néré, le roi de Bryn et des soldats atlantes sur Ellis Island. Sur place, Arthur s'adresse aux membres des Nations Unies et au monde. Scène post-générique. Vivant incognito parmi les surfaciens, Orm suit un conseil de son frère en dégustant la nourriture surfacienne. Il se prépare à déguster un hamburger bien gras, accompagné d'une salade, de potato et d'un verre de bière. Il goûte le burger et semble circonspect par la première bouchée, puis son regard se pose sur un cafard venu se poser sur la table. Il capture l'insecte, le met dans son burger et trouve le goût intéressant. Fiche technique. Icône signalant une information sauf indication contraire ou complémentaire, les informations mentionnées dans cette section peuvent être confirmées par la base de données IMDb. Titre original, Aquaman and the Lost Kingdom. Titre français, Aquaman et le Royaume perdu. Réalisation, James Wan. Scénario, David Leslie Johnson MC Goldrick, d'après les personnages créés par Mort Wesinger et Paul Norris. Direction artistique, Gary Jopling. Décor, Bill Brzeski. Costume, Richard Salle. Photographie, Don Burgess. Montage, Kirk Maury. Musique, Rupert Gregson Williams. Production, Peter Safran et James Wan. Genèse et développement. Durant le tournage de Aquaman, 2018, l'acteur Jason Momoa propose un pitch pour une éventuelle suite au président de Warner Bros. Entertainment Toby Emmerich et au producteur Peter Safran. En octobre 2018, Jason Momoa déclare vouloir être davantage impliqué dans le développement d'une possible suite. Il espère alors un tournage courant 2019. Le réalisateur James Wan déclare ensuite que plusieurs intrigues sont possibles et qu'il aimerait introduire de nouveaux royaumes sous Marin 9,10. En décembre, Toby Emmerich est confiant à la suite du résultat du premier film au box-office 11. Fin janvier 2019, Aquaman devient même l'un des plus gros succès d'un film basé sur un personnage DC Comics. Warner Bros. Négocie alors pour le retour de James Wan 12. En février 2019, le studio engage les scénaristes Noah Gardner et Aidan Fitzgerald pour écrire un spin-off du film intitulé The Trench. Ce film est envisagé sans les acteurs principaux du premier film et avec un budget plus restreint, avec James Wan et Peter Safran à la production 13. Peu après, David Leslie Johnson MC Goldrick signe pour écrire le script de la suite de Aquaman. La participation de James Wan comme réalisateur demeure alors incertaine. 14. Fin février 2019, Warner Bros. Annonce que Aquaman 2 sortira aux États-Unis le 16 décembre 2215. Peter Safran explique que l'idée est également d'enrichir l'univers avec plusieurs films à la façon de ce que James Wan a fait avec l'univers cinématographique Conjuring 16.
En juillet 2019, James Wan s'engage sur le tournage de Malignan, 2021, avant de tourner Aquaman 217. Le scénariste David Leslie Johnson MC Goldrick explique en mars 2020 que le script ne sera pas adapté d'un comics en particulier mais plutôt de l'âge d'argent des comics des intrigues d'Aquaman et Black Manta 18. James Wan est confirmé comme réalisateur lors du DC Fandom virtuel organisé en août 2020. Il prévoit par ailleurs un film plus sérieux que le premier film 19. En avril 2021, Warner Bros. Et DC annonce que le spin-off intitulé The Trench n'est plus d'actualité 20. En juin 2021, James Wan annonce le titre du film, Aquaman and the Lost Kingdom 21. Attribution des rôles. En novembre 2019, Patrick Wilson déclare qu'il reprendra son rôle d'Ocean Master 22. Le mois suivant, Yahya Abdul-Mateen II confirme qu'il reprendra aussi celui de Black Manta 23. En novembre 2020, Amber Heard réfute les rumeurs de son absence du film après les accusations et les polémiques liées à sa relation avec Johnny Depp. Une pétition est même lancée sur Internet pour que l'actrice ne revienne pas endosser son rôle de Mera, en réponse à l'éviction de Johnny Depp d'une autre production de Warner Bros., Les Animaux Fantastiques, Les Secrets de Dumbledore. Aquaman et le Royaume perdu 1, 2, Aquaman and the Lost Kingdom, est un film américain réalisé par James Wan sorti en 2023. 15e et dernier film de l'univers cinématographique DC, il s'agit de la seconde aventure solo d'Aquaman après Aquaman, du même réalisateur, sorti en 2018. Synopsis. En 2022, 4 ans après être devenu roi de Atlantide 3, Arthur Curry a épousé Mera et a eu un fils, Arthur Jr. Tout en partageant sa vie entre la Terre et l'océan. Mais Arthur se rend compte que la vie de roi n'est pas aussi géniale qu'il le croyait. Le pire, c'est qu'il y a un haut conseil dont personne ne lui avait parlé et qui conteste tous ses projets. Il peut pacifier les océans à sa manière, mais il aime surtout prendre en flagrant délit les combats illégaux. Alors qu'Arthur discute avec son père dans le phare familial, ils se rendent compte que Junior arrive à communiquer avec la faune marine. En Antarctique, David Kane s'est constitué une nouvelle équipe. Il est guidé par le docteur Stephen Shine afin de l'aider à rechercher de la technologie Atlante pour réparer son armure de Black Manta et ainsi se venger d'Aquaman. Mais les indications données par Shine sont encore une fausse piste. Non loin de là, Shine enregistre un journal de bord où il explique que cela fait maintenant 463 jours qu'il tente de retrouver de la technologie Atlante. Il rejoint un lieu où sont installés des sismographes. Sur place, un de ses collègues lui signale que les appareils s'affolent. Shine lui demande où se trouve l'épicentre et son collège lui dit qu'ils sont pile dessus. C'est alors que la glace se fissure et ils tombent tous les deux dans une caverne. Une créature tentaculaire emporte le collègue de Shine et disparaît. Kane et son équipe arrivent pour porter secours à Shine, qui leur avait envoyé un signal de détresse. Ensemble, ils suivent les empreintes de la créature et explorent les profondeurs marines de la caverne. Au fond, ils découvrent une ancienne construction datant de quelques milliers d'années. C'est alors que la créature apparaît et s'en prend à eux. La créature projette Kane au sol, qui découvre alors des machines atlantes et un trident noir. Après l'avoir touché, le trident pénètre dans son esprit. Kane voit un être maléfique lui demandant de le délivrer de sa prison. En échange, il le dotera de la force nécessaire pour tuer Aquaman et sa famille et détruire le royaume de l'Atlantide. Après être sorti de sa transe, les yeux de Kane deviennent verts, car il est désormais sous l'influence du trident. 5 mois plus tard, les médias annoncent une hausse des températures dans le monde depuis ces 5 derniers mois. Plus tard, le Haut Conseil de l'Atlantide convoque Arthur pour une réunion d'urgence, car il y a un nouveau foyer de peste. Cette fois, ça a frappé dans la 9e tride de l'Atlantide et l'épidémie a aussi atteint le royaume des Fishermen. Il s'agit de la première épidémie de peste depuis des siècles. Selon Dan Carchon, qui préside le conseil, la surface empoisonne l'atmosphère des Atlantes depuis plus de 100 ans. Mais Arthur rétorque en disant que les surfaciens ne peuvent pas se soucier des Atlantes s'ils ne connaissent pas leur existence. Il suggère donc au conseil que les Atlantes révèlent leur existence aux surfaciens afin qu'ils discutent avec leurs chercheurs et réparer le mal que les surfaciens ont déjà fait en mettant en commun la technologie surfacienne et atlante. Arthur est conscient que cela est contraire aux traditions de l'Atlantide, mais le monde se rétrécit et les vieilles méthodes des Atlantes ne les protègent plus.
Les temps ont changé. C'est ce que l'Atlantide désire. La nouvelle génération ne peut plus vivre cachée. Karchon rappelle à Arthur que la peste a causé la mort de Nudi Vulko. Les membres du Conseil avaient donné à Orm les pouvoirs de guerre et l'avaient choisi comme maître des océans. Karchon finit la discussion en disant que si jamais le Conseil devait décider un jour de révéler l'existence des Atlantes aux Surfaciens, ce sera pour les éradiquer et non pas pour coexister avec eux. Quelque part dans l'Atlantique, Kane, redevenu Manta, mais n'ayant plus besoin de porter la tenue complète de son armure, son équipe et Shine naviguent à bord d'un vaisseau Atlante. Shine enregistre une nouvelle fois un journal de bord. Cela fait 150 jours depuis la découverte du Trident Noir. Manta lance la plus risquée de leur mission jusqu'ici. Une infiltration de 3 octobos monoplaces, les machines Atlantes qu'ils ont trouvées, très anciennes mais encore en état de marche. Shine a seulement dû les adapter à leurs besoins. Mais elles nécessitent un carburant très particulier, de l'oricalque, le nom que donne Manta. Depuis le jour où il a découvert le Trident Noir, Manta détient des secrets qui devraient lui être inconnus. Il sait par exemple que le seul moyen de se procurer de l'oricalque est de le dérober dans des entrepôts ultra sécurisés. Et il s'apprête à braquer le plus dangereux de tous. Manta s'introduit discrètement dans l'entrepôt d'oricalque. Mais ils sont repérés par une pieuvre, qui part donner l'alerte. Alors qu'il prélève de l'oricalque, une alarme sonne. Manta ordonne au vaisseau de lancer l'exfiltration d'urgence. Le vaisseau pénètre dans la frontière de l'Atlantide, sous les yeux émerveillés de Shine. Le vaisseau est hors de la zone de transit. Shine active le canon sonique du vaisseau contre un des hydrocanons du poste frontalier. Après avoir mis hors d'état de nuire l'hydrocanon, le vaisseau pénètre au cœur de l'Atlantide. Alors que les 3 octobos tentent de rejoindre le vaisseau, ils sont attrapés à mi-chemin et poursuivis par les forces atlantes. Manta blesse Mera avec son rayon laser et parvient à éloigner suffisamment Aquaman pour regagner le vaisseau. Le canon sonique est utilisé sur Aquaman et le vaisseau réussit à fuir. Après cet échec d'Arthur, Karchon convoque une séance d'urgence due au Conseil afin d'étudier une motion visant à retirer au trône ses pouvoirs exécutifs. Elle se sert de ce prétexte pour démontrer ce qui arriverait si la surface devait apprendre l'existence de l'Atlantide. Lors d'une réunion avec Atlana et le roi Néré, Arthur leur révèle que Manta n'est plus le même, car il a gagné en force et arrive à l'affronter sans son armure. Quand Arthur demande d'où sortent les engins, Atlana lui répond qu'il s'agit d'une technologie ancienne mais de conception inconnue des Atlantes modernes. Arthur apprend que Manta s'est enfui avec d'énormes réserves d'oricalque. Il apprend également que c'est une source d'énergie des temps anciens, qui émet de grandes quantités de gaz à effet de serre extrêmement destructeurs pour la planète et que les Atlantes avaient eux-mêmes failli détruire leurs océans avant de se rendre compte de leur erreur. Il est impossible de l'éliminer, alors les réserves accumulées ont été enfouies dans 12 entrepôts des grandes profondeurs. Arthur suggère de prévenir les 11 autres qu'elles risquent d'être braquées aussi. Mais Néré l'informe que Manta les a déjà tous dévalisés en secret depuis les 5 derniers mois. Soudain, Arthur se rend compte que c'est Manta qui a déclenché les pics de température qui provoquent des catastrophes en surface et qui rendent malades les peuples marins. Manta vole l'oricalque pour réchauffer la planète. Pour savoir où il se cache, Arthur doit demander l'aide de Orm. Le problème est que Orm est prisonnier des Fishermen et qu'Arthur ne peut l'exfiltrer sans risquer une guerre entre les Atlantes et les Fishermen. Le renseignement xébélien a appris récemment que Orm est détenu sur Terre dans un complexe souterrain ultra secret et unique en son genre. Dans une prison des déserteurs en territoire des Fishermen. Néré lui remet une tenue, qui est constituée de chromatophores. La tenue peut le camoufler pendant 1 minute et le rendre indétectable par la plupart des capteurs. Et pour communiquer, Atlana adjoint à Arthur une pieuvre, celle qui avait repéré Manta s'introduire dans l'entrepôt, qui servira de messager. Atlana la nomme Topo, acronyme de « Transmetteur océanique pluriopérationnel ». Une intelligence transgénique faite pour l'infiltration et l'espionnage. La prison est gardée par un groupe résiduel de redoutables déserteurs qui vénèrent la mort et qui ont survécu à l'assèchement du Sahara en s'abreuvant de sang. Arthur trouvera un Orm bien affaibli. Il est rationné en eau, mais n'a le droit qu'au minimum vital. Sur place, Arthur parvient à libérer Orm à l'aide de Topo et aux montures des déserteurs. Après que son corps a été recouvert de l'eau de la mer,
Orm retrouva toutes ses forces. Dans l'océan, Orm emmène Arthur rencontrer son contact qui saura où se trouve Manta. Pendant ce temps, ce dernier fait brûler l'oricalque dans une ancienne raffinerie atlante dans un lieu inconnu de la surface. Orm et Arthur pénètrent dans un repère de pirates appelé la Citadelle Engloutie, construit à partir de bouts d'épaves récupérés à travers le monde. Ils sont amenés enchaînés devant Kingfish. C'est lui qui avait mis Orm en contact avec Manta. Il leur annonce que David Kane ne vend plus ses services. Il exerce désormais à son compte. Il refuse de leur dire à Arthur où se trouve Manta, car les rois de l'Atlantide ont toujours fermé les yeux sur les affaires de la citadelle. Après s'être libéré et mené un combat contre les hommes de Kingfish, Arthur l'oblige à lui révéler où se trouve Kane. Kingfish lui révèle que la rumeur mentionne une île volcanique nommée le Gouffre du Diable, dans le Pacifique Sud. Orm, Arthur et Topo arrivent dans le Gouffre du Diable. Arthur demande à Topo de revenir en Atlantide pour donner la localisation de l'île. En chemin, Orm et Arthur découvrent que l'oricalque a fait muter la faune et la flore de l'île. Pendant ce temps, Shine touche le trident noir et entrevoit l'entité maléfique. Plus tard, Orm et Arthur pénètrent au cœur du volcan et combattent les forces de Manta. Ils finissent par combattre Manta, qui parvient à leur tenir tête. Lors du combat, Orm entre en contact avec le trident noir, qui lui montre des visions de son origine. Soudain, le volcan est bombardé par les forces xébéliennes. Après que Manta se soit encore échappé, Orm révèle qu'en touchant le trident noir, il a vu le royaume perdu. Un royaume dont la mention fut effacée des chroniques juste avant le grand effondrement de l'Atlantide. Orm révèle que ce royaume se nomme Nécrus. Sous le règne du roi Atlan, il y avait 7 royaumes au sein de l'Atlantide qui pliaient tous sous le fléau de la ville noire, un autre nom de Nécrus. Grâce à l'exploitation de l'oricalque, Nécrus était vite devenu une superpuissance sans égale. Mais au prix que les terres et les mers avaient été empoisonnées et même l'esprit du tyran qui régentait Nécrus, le propre frère d'Atlan, Cordax. Atlan l'implora de cesser d'utiliser l'oricalque avant que le monde ne soit saccagé. Mais Cordax exécrait Atlan, car il pensait que son frère voulait lui voler son pouvoir. Aussi fit-il appel à la magie noire pour forger un instrument maléfique, le trident noir. Il fit de son peuple et de lui-même des monstres afin de combattre l'Atlantide. Ce fut la guerre entre les 2 frères. Atlan finit par vaincre Cordax et il emprisonna son frère ainsi que tout Nécrus grâce à un sortilège scellé par son propre sang. Pour s'assurer que le pouvoir obscur de Cordax ne soit jamais retrouvé. Et c'est ainsi que Nécrus fut effacé des chroniques. Il a été prévu que cette force du mal reste figée dans la glace pour l'éternité. Mais David Kane l'a retrouvée et elle s'empare peu à peu de son esprit. Mera pense que même si la glace fond, Cordax ne peut être libéré, car la magie du sang le garde prisonnier et que seul Atlan peut le libérer. Soudain, Atlana lui fait remarquer que Manta n'a pas besoin d'Atlan, mais de son sang. La magie du sang n'est qu'une question d'ADN, par conséquent, la clé de la prison de Cordax est le sang de n'importe lequel des descendants d'Atlan. Arthur et Mera en déduisent que Manta va kidnapper Junior. Au même moment, dans le phare, Manta blesse Tom avec son trident et kidnappe Junior. À leur arrivée sur les lieux, Arthur et Mera trouvent le phare en feu et Tom encore en vie. Dans le vaisseau Atlante, Shine voit Manta avec Junior. Voyant que les choses vont trop loin, transfère les coordonnées de sa localisation aux Atlantes. Après avoir reçu le signal de Shine, les Atlantes découvrent que Cordax et le royaume de Nécrus sont situés en Antarctique. Mais le roi Néré fait remarquer que contre le canon sonique du vaisseau, il leur faut attaquer dans toutes les directions avec une force écrasante. Arthur suggère plutôt de brouiller l'onde sonore du vaisseau avec une autre onde de même fréquence mais juste beaucoup plus forte. Pendant ce temps, Manta et Shine observent la calotte glaciaire de l'Antarctique en train de fondre. Bien qu'elle n'ait pas encore complètement fondu, Manta repère une faille qui le conduira directement à Cordax. Manta et Shine montent chacun dans un octobo monoplace. Shine porte Junior avec lui. Dans son octobo, Manta lance un missile d'oricalque sur la faille. Arthur arrive devant le vaisseau Atlante et tandis que l'équipage s'apprête à amorcer la charge sonique, Arthur appelle des mammifères marins, qui viennent en nombre devant le vaisseau. Ces derniers se mettent à envoyer des ondes sonores sur le vaisseau qui surcharge l'arme sonique et explose, mettant ainsi le vaisseau hors d'état de nuire.
Manta, Shine et Junior pénètrent dans Necrus. Arthur, Mera, Néré, le roi de Brynn et leurs forces font face à des Necrusiens. Mais le roi de Brynn demande aux autres de continuer d'avancer pendant que lui et ses hommes occupent les Necrusiens. Manta pénètre dans la salle du trône de Cordax. Il voit Cordax installé sur son trône et emprisonné dans la glace. Il demande à Shine de lui remettre Junior, mais Shine l'occupe avec une bombe pour pouvoir s'enfuir avec Junior. Cependant, Manta parvient à lui reprendre Junior. Tandis qu'il s'apprête à saigner Junior. Ce dernier envoie une onde sonore à son père, qui arrive juste à temps pour empêcher Manta de tuer son fils. Arthur combat Manta et est presque tué avant que Mera n'arrive et ne le sauve. Manta lance le trident noir sur Mera, mais Orm l'attrape avant qu'il ne la frappe. L'esprit de Cordax quitte Manta pour Orm, qui se bat contre Arthur et parvient à le faire saigner, brisant le sortilège d'emprisonnement de Cordax. Arthur convainc son frère d'abandonner sa haine pour lui. C'est alors que Cordax est libéré de sa prison. Arthur lance le trident noir droit sur sa tête, mais Cordax l'intercepte. Orm remet à Arthur le trident d'Atlan. Il lance son trident en pleine ligne de mire du trident noir. Cela a pour résultat de détruire à la fois le trident noir et Cordax. Avec la destruction du trident noir, Necrus commence à s'effondrer. Manta refuse l'aide d'Arthur et se laisse tomber dans une fissure. Les Atlantes et Shine s'échappent pour se mettre en sécurité. Arthur, Mera, Junior, Néré, Orm, le roi de Brynn et Shine se réunissent sur un glacier. Arthur estime que Orm a payé sa dette. Il prévoit d'informer les Atlantes que Orm est mort à condition qu'il reste caché. Plus tard, Arthur prit contact avec les Nations Unies en tant que premier ambassadeur de l'Atlantide. Après plusieurs semaines de négociations secrètes avec les Nations Unies, les médias annoncent un premier contact avec l'Atlantide. Arthur fera une demande d'adhésion officielle pour que le royaume de l'Atlantide devienne un État membre des Nations Unies. Il devrait ensuite proposer des mesures conjointes pour inverser le changement climatique. Il arrive avec le roi Néré, le roi de Brynn et des soldats atlantes sur Ellis Island. Sur place, Arthur s'adresse aux membres des Nations Unies et au monde. Scène post-générique. Vivant incognito parmi les surfaciens, Orm suit un conseil de son frère en dégustant la nourriture surfacienne. Il se prépare à déguster un hamburger bien gras, accompagné d'une salade, de potato et d'un verre de bière. Il goûte le burger et semble circonspect par la première bouchée, puis son regard se pose sur un cafard venu se poser sur la table. Il capture l'insecte, le met dans son burger et trouve le goût intéressant. Fiche technique. Icône signalant une information sauf indication contraire ou complémentaire, les informations mentionnées dans cette section peuvent être confirmées par la base de données IMDb. Titre original, Aquaman and the Lost Kingdom. Titre français, Aquaman et le Royaume perdu. Réalisation, James Wan. Scénario, David Leslie Johnson MC Goldrick, d'après les personnages créés par Mort Weisinger et Paul Norris. Direction artistique, Gary Jopling. Décor, Bill Brzezinski. Costume, Richard Salle. Photographie, Don Burgess. Montage, Kirk Maury. Musique, Rupert Gregson Williams. Production, Peter Safran et James Wan. Genèse et développement. Durant le tournage de Aquaman, 2018, l'acteur Jason Momoa propose un pitch pour une éventuelle suite au président de Warner Bros. Entertainment Toby Emmerich et au producteur Peter Safran. En octobre 2018, Jason Momoa déclare vouloir être davantage impliqué dans le développement d'une possible suite. Il espère alors un tournage courant 2019. Le réalisateur James Wan déclare ensuite que plusieurs intrigues sont possibles et qu'il aimerait introduire de nouveaux royaumes sous Marin 9,10. En décembre, Toby Emmerich est confiant à la suite du résultat du premier film au box-office 11. Fin janvier 2019, Aquaman devient même l'un des plus gros succès d'un film basé sur un personnage DC Comics. Warner Bros. Négocie alors pour le retour de James Wan 12. En février 2019, le studio engage les scénaristes Noah Gardner et Aidan Fitzgerald pour écrire un spin-off du film intitulé The Trench. Ce film est envisagé sans les acteurs principaux du premier film et avec un budget plus restreint, avec James Wan et Peter Safran à la production 13.
Peu après, David Leslie Johnson MC Goldrick signe pour écrire le script de la suite de Aquaman. La participation de James Wan comme réalisateur demeure alors incertaine. 14. Fin février 2019, Warner Bros. Annonce que Aquaman 2 sortira aux États-Unis le 16 décembre 2215. Peter Safran explique que l'idée est également d'enrichir l'univers avec plusieurs films à la façon de ce que James Wan a fait avec l'univers cinématographique Conjuring 16. En juillet 2019, James Wan s'engage sur le tournage de Malignan, 2021, avant de tourner Aquaman 217. Le scénariste David Leslie Johnson MC Goldrick explique en mars 2020 que le script ne sera pas adapté d'un comics en particulier mais plutôt de l'âge d'argent des comics des intrigues d'Aquaman et Black Manta 18. James Wan est confirmé comme réalisateur lors du DC Fandom virtuel organisé en août 2020. Il prévoit par ailleurs un film plus sérieux que le premier film 19. En avril 2021, Warner Bros. Et DC annonce que le spin-off intitulé The Trench n'est plus d'actualité 20. En juin 2021, James Wan annonce le titre du film, Aquaman and the Lost Kingdom 21. Attribution des rôles. En novembre 2019, Patrick Wilson déclare qu'il reprendra son rôle d'Ocean Master 22. Le mois suivant, Yahya Abdul-Mateen II confirme qu'il reprendra aussi celui de Black Manta 23. En novembre 2020, Amber Heard réfute les rumeurs de son absence du film après les accusations et les polémiques liées à sa relation avec Johnny Depp. Une pétition est même lancée sur Internet pour que l'actrice ne revienne pas endosser son rôle de Mera, en réponse à l'éviction de Johnny Depp d'une autre production de Warner Bros., Les Animaux Fantastiques, Les Secrets de Dumbledore. Aquaman et le Royaume perdu 1, 2, Aquaman and the Lost Kingdom, est un film américain réalisé par James Wan sorti en 2023. 15e et dernier film de l'univers cinématographique DC, il s'agit de la seconde aventure solo d'Aquaman après Aquaman, du même réalisateur, sorti en 2018. Synopsis. En 2022, 4 ans après être devenu roi de Atlantide 3, Arthur Curry a épousé Mera et a eu un fils, Arthur Jr. Tout en partageant sa vie entre la Terre et l'océan. Mais Arthur se rend compte que la vie de roi n'est pas aussi géniale qu'il le croyait. Le pire, c'est qu'il y a un haut conseil dont personne ne lui avait parlé et qui conteste tous ses projets. Il peut pacifier les océans à sa manière, mais il aime surtout prendre en flagrant délit les combats illégaux. Alors qu'Arthur discute avec son père dans le phare familial, ils se rendent compte que Junior arrive à communiquer avec la faune marine. En Antarctique, David Kane s'est constitué une nouvelle équipe. Il est guidé par le docteur Stephen Shine afin de l'aider à rechercher de la technologie Atlante pour réparer son armure de Black Manta et ainsi se venger d'Aquaman. Mais les indications données par Shine sont encore une fausse piste. Non loin de là, Shine enregistre un journal de bord où il explique que cela fait maintenant 463 jours qu'il tente de retrouver de la technologie Atlante. Il rejoint un lieu où sont installés des sismographes. Sur place, un de ses collègues lui signale que les appareils s'affolent. Shine lui demande où se trouve l'épicentre et son collège lui dit qu'ils sont pile dessus. C'est alors que la glace se fissure et ils tombent tous les deux dans une caverne. Une créature tentaculaire emporte le collègue de Shine et disparaît. Kane et son équipe arrivent pour porter secours à Shine, qui leur avait envoyé un signal de détresse. Ensemble, ils suivent les empreintes de la créature et explorent les profondeurs marines de la caverne. Au fond, ils découvrent une ancienne construction datant de quelques milliers d'années. C'est alors que la créature apparaît et s'en prend à eux. La créature projette Kane au sol, qui découvre alors des machines atlantes et un trident noir. Après l'avoir touché, le trident pénètre dans son esprit. Kane voit un être maléfique lui demandant de le délivrer de sa prison. En échange, il le dotera de la force nécessaire pour tuer Aquaman et sa famille et détruire le royaume de l'Atlantide. Après être sorti de sa transe, les yeux de Kane deviennent verts, car il est désormais sous l'influence du trident. 5 mois plus tard, les médias annoncent une hausse des températures dans le monde depuis ces 5 derniers mois. Plus tard, le Haut Conseil de l'Atlantide convoque Arthur pour une réunion d'urgence, car il y a un nouveau foyer de peste. Cette fois, ça a frappé dans la 9e tride de l'Atlantide et l'épidémie a aussi atteint le royaume des Fishermen. Il s'agit de la première épidémie de peste depuis des siècles. Selon Dan Carchon,
qui préside le Conseil, la surface empoisonne l'atmosphère des Atlantes depuis plus de 100 ans. Mais Arthur rétorque en disant que les surfaciens ne peuvent pas se soucier des Atlantes s'ils ne connaissent pas leur existence. Il suggère donc au Conseil que les Atlantes révèlent leur existence aux surfaciens afin qu'ils discutent avec leurs chercheurs et réparer le mal que les surfaciens ont déjà fait en mettant en commun la technologie surfacienne et atlante. Arthur est conscient que cela est contraire aux traditions de l'Atlantide, mais le monde se rétrécit et les vieilles méthodes des Atlantes ne les protègent plus. Les temps ont changé. C'est ce que l'Atlantide désire. La nouvelle génération ne peut plus vivre cachée. Karchon rappelle à Arthur que la peste a causé la mort de Nudi Vulco. Les membres du Conseil avaient donné à Orm les pouvoirs de guerre et l'avaient choisi comme maître des océans. Karchon finit la discussion en disant que si jamais le Conseil devait décider un jour de révéler l'existence des Atlantes aux surfaciens, ce sera pour les éradiquer et non pas pour coexister avec eux. Quelque part dans l'Atlantique, Kane, redevenu Manta, mais n'ayant plus besoin de porter la tenue complète de son armure, son équipe et Shine naviguent à bord d'un vaisseau Atlante. Shine enregistre une nouvelle fois un journal de bord. Cela fait 150 jours depuis la découverte du Trident Noir. Manta lance la plus risquée de leur mission jusqu'ici. Une infiltration de 3 octobos monoplaces, les machines Atlantes qu'ils ont trouvées, très anciennes mais encore en état de marche. Shine a seulement dû les adapter à leurs besoins. Mais elles nécessitent un carburant très particulier, de l'oricalque, le nom que donne Manta. Depuis le jour où il a découvert le Trident Noir, Manta détient des secrets qui devraient lui être inconnus. Il sait par exemple que le seul moyen de se procurer de l'oricalque est de le dérober dans des entrepôts ultra sécurisés. Et il s'apprête à braquer le plus dangereux de tous. Manta s'introduit discrètement dans l'entrepôt d'oricalque. Mais ils sont repérés par une pieuvre, qui part donner l'alerte. Alors qu'il prélève de l'oricalque, une alarme sonne. Manta ordonne au vaisseau de lancer l'exfiltration d'urgence. Le vaisseau pénètre dans la frontière de l'Atlantide, sous les yeux émerveillés de Shine. Le vaisseau est hors de la zone de transit. Shine active le canon sonique du vaisseau contre un des hydrocanons du poste frontalier. Après avoir mis hors d'état de nuire l'hydrocanon, le vaisseau pénètre au cœur de l'Atlantide. Alors que les 3 octobos tentent de rejoindre le vaisseau, ils sont attrapés à mi-chemin et poursuivis par les forces atlantes. Manta blesse Mera avec son rayon laser et parvient à éloigner suffisamment Aquaman pour regagner le vaisseau. Le canon sonique est utilisé sur Aquaman et le vaisseau réussit à fuir. Après cet échec d'Arthur, Karchon convoque une séance d'urgence due au Conseil afin d'étudier une motion visant à retirer au trône ses pouvoirs exécutifs. Elle se sert de ce prétexte pour démontrer ce qui arriverait si la surface devait apprendre l'existence de l'Atlantide. Lors d'une réunion avec Atlana et le roi Néré, Arthur leur révèle que Manta n'est plus le même, car il a gagné en force et arrive à l'affronter sans son armure. Quand Arthur demande d'où sortent les engins, Atlana lui répond qu'il s'agit d'une technologie ancienne mais de conception inconnue des Atlantes modernes. Arthur apprend que Manta s'est enfui avec d'énormes réserves d'oricalque. Il apprend également que c'est une source d'énergie des temps anciens, qui émet de grandes quantités de gaz à effet de serre extrêmement destructeurs pour la planète et que les Atlantes avaient eux-mêmes failli détruire leurs océans avant de se rendre compte de leur erreur. Il est impossible de l'éliminer, alors les réserves accumulées ont été enfouies dans 12 entrepôts des grandes profondeurs. Arthur suggère de prévenir les 11 autres qu'elles risquent d'être braquées aussi. Mais Néré l'informe que Manta les a déjà tous dévalisés en secret depuis les 5 derniers mois. Soudain, Arthur se rend compte que c'est Manta qui a déclenché les pics de température qui provoquent des catastrophes en surface et qui rendent malades les peuples marins. Manta vole l'oricalque pour réchauffer la planète. Pour savoir où il se cache, Arthur doit demander l'aide de Orm. Le problème est que Orm est prisonnier des Fishermen et qu'Arthur ne peut l'exfiltrer sans risquer une guerre entre les Atlantes et les Fishermen. Le renseignement xébélien a appris récemment que Orm est détenu sur Terre dans un complexe souterrain ultra secret et unique en son genre. Dans une prison des déserteurs en territoire des Fishermen. Néré lui remet une tenue, qui est constituée de chromatophores. La tenue peut le camoufler pendant 1 minute et le rendre indétectable par la plupart des capteurs. Et pour communiquer, Atlana adjoint à Arthur une pieuvre, celle qui avait repéré Manta s'introduire dans l'entrepôt, qui servira de messager. Atlana la nomme Topo, acronyme de
transmetteur océanique pluriopérationnel. Une intelligence transgénique faite pour l'infiltration et l'espionnage. La prison est gardée par un groupe résiduel de redoutables déserteurs qui vénèrent la mort et qui ont survécu à l'assèchement du Sahara en s'abreuvant de sang. Arthur trouvera un Orm bien affaibli. Il est rationné en eau, mais n'a le droit qu'au minimum vital. Sur place, Arthur parvient à libérer Orm à l'aide de Topo et aux montures des déserteurs. Après que son corps a été recouvert de l'eau de la mer, Orm retrouva toutes ses forces. Dans l'océan, Orm emmène Arthur rencontrer son contact qui saura où se trouve Manta. Pendant ce temps, ce dernier fait brûler l'oricalque dans une ancienne raffinerie atlante dans un lieu inconnu de la surface. Orm et Arthur pénètrent dans un repère de pirates appelé la Citadelle Engloutie, construit à partir de bouts d'épaves récupérés à travers le monde. Ils sont amenés enchaînés devant Kingfish. C'est lui qui avait mis Orm en contact avec Manta. Il leur annonce que David Kane ne vend plus ses services. Il exerce désormais à son compte. Il refuse de leur dire à Arthur où se trouve Manta, car les rois de l'Atlantide ont toujours fermé les yeux sur les affaires de la citadelle. Après s'être libéré et mené un combat contre les hommes de Kingfish, Arthur l'oblige à lui révéler où se trouve Kane. Kingfish lui révèle que la rumeur mentionne une île volcanique nommée le Gouffre du Diable, dans le Pacifique Sud. Orm, Arthur et Topo arrivent dans le Gouffre du Diable. Arthur demande à Topo de revenir en Atlantide pour donner la localisation de l'île. En chemin, Orm et Arthur découvrent que l'oricalque a fait muter la faune et la flore de l'île. Pendant ce temps, Shine touche le trident noir et entrevoit l'entité maléfique. Plus tard, Orm et Arthur pénètrent au cœur du volcan et combattent les forces de Manta. Ils finissent par combattre Manta, qui parvient à leur tenir tête. Lors du combat, Orm entre en contact avec le trident noir, qui lui montre des visions de son origine. Soudain, le volcan est bombardé par les forces xébéliennes. Après que Manta se soit encore échappé, Orm révèle qu'en touchant le trident noir, il a vu le royaume perdu. Un royaume dont la mention fut effacée des chroniques juste avant le grand effondrement de l'Atlantide. Orm révèle que ce royaume se nomme Nécrus. Sous le règne du roi Atlan, il y avait 7 royaumes au sein de l'Atlantide qui pliaient tous sous le fléau de la ville noire, un autre nom de Nécrus. Grâce à l'exploitation de l'oricalque, Nécrus était vite devenu une superpuissance sans égale. Mais au prix que les terres et les mers avaient été empoisonnées et même l'esprit du tyran qui régentait Nécrus, le propre frère d'Atlan, Cordax. Atlan l'implora de cesser d'utiliser l'oricalque avant que le monde ne soit saccagé. Mais Cordax exécrait Atlan, car il pensait que son frère voulait lui voler son pouvoir. Aussi fit-il appel à la magie noire pour forger un instrument maléfique, le trident noir. Il fit de son peuple et de lui-même des monstres afin de combattre l'Atlantide. Ce fut la guerre entre les 2 frères. Atlan finit par vaincre Cordax et il emprisonna son frère ainsi que tout Nécrus grâce à un sortilège scellé par son propre sang. Pour s'assurer que le pouvoir obscur de Cordax ne soit jamais retrouvé. Et c'est ainsi que Nécrus fut effacé des chroniques. Il a été prévu que cette force du mal reste figée dans la glace pour l'éternité. Mais David Kane l'a retrouvée et elle s'empare peu à peu de son esprit. Mera pense que même si la glace fond, Cordax ne peut être libéré, car la magie du sang le garde prisonnier et que seul Atlan peut le libérer. Soudain, Atlana lui fait remarquer que Manta n'a pas besoin d'Atlan, mais de son sang. La magie du sang n'est qu'une question d'ADN, par conséquent, la clé de la prison de Cordax est le sang de n'importe lequel des descendants d'Atlan. Arthur et Mera en déduisent que Manta va kidnapper Junior. Au même moment, dans le phare, Manta blesse Tom avec son trident et kidnappe Junior. À leur arrivée sur les lieux, Arthur et Mera trouvent le phare en feu et Tom encore en vie. Dans le vaisseau Atlante, Shine voit Manta avec Junior. Voyant que les choses vont trop loin, transfère les coordonnées de sa localisation aux Atlantes. Après avoir reçu le signal de Shine, les Atlantes découvrent que Cordax et le royaume de Nécrus sont situés en Antarctique. Mais le roi Néré fait remarquer que contre le canon sonique du vaisseau, il leur faut attaquer dans toutes les directions avec une force écrasante. Arthur suggère plutôt de brouiller l'onde sonore du vaisseau avec une autre onde de même fréquence mais juste beaucoup plus forte. Pendant ce temps, Manta et Shine observent la calotte glaciaire de l'Antarctique en train de fondre. Bien qu'elle n'ait pas encore complètement fondu,
Manta repère une faille qui le conduira directement à Cordax. Manta et Shine montent chacun dans un Octobo monoplace. Shine porte Junior avec lui. Dans son Octobo, Manta lance un missile d'oricalque sur la faille. Arthur arrive devant le vaisseau Atlante et tandis que l'équipage s'apprête à amorcer la charge sonique, Arthur appelle des mammifères marins, qui viennent en nombre devant le vaisseau. Ces derniers se mettent à envoyer des ondes sonores sur le vaisseau qui surcharge l'arme sonique et explose, mettant ainsi le vaisseau hors d'état de nuire. Manta, Shine et Junior pénètrent dans Necrus. Arthur, Mera, Néré, le roi de Brine et leurs forces font face à des Necrusiens. Mais le roi de Brine demande aux autres de continuer d'avancer pendant que lui et ses hommes occupent les Necrusiens. Manta pénètre dans la salle du trône de Cordax. Il voit Cordax installé sur son trône et emprisonné dans la glace. Il demande à Shine de lui remettre Junior, mais Shine l'occupe avec une bombe pour pouvoir s'enfuir avec Junior. Cependant, Manta parvient à lui reprendre Junior, tandis qu'il s'apprête à saigner Junior. Ce dernier envoie une onde sonore à son père, qui arrive juste à temps pour empêcher Manta de tuer son fils. Arthur combat Manta et est presque tué avant que Mera n'arrive et ne le sauve. Manta lance le trident noir sur Mera, mais Orm l'attrape avant qu'il ne la frappe. L'esprit de Cordax quitte Manta pour Orm, qui se bat contre Arthur et parvient à le faire saigner, brisant le sortilège d'emprisonnement de Cordax. Arthur convainc son frère d'abandonner sa haine pour lui. C'est alors que Cordax est libéré de sa prison. Arthur lance le trident noir droit sur sa tête, mais Cordax l'intercepte. Orm remet à Arthur le trident d'Atlan. Il lance son trident en pleine ligne de mire du trident noir. Cela a pour résultat de détruire à la fois le trident noir et Cordax. Avec la destruction du trident noir, Necrus commence à s'effondrer. Manta refuse l'aide d'Arthur et se laisse tomber dans une fissure. Les Atlantes et Shine s'échappent pour se mettre en sécurité. Arthur, Mera, Junior, Néré, Orm, le roi de Brine et Shine se réunissent sur un glacier. Arthur estime que Orm a payé sa dette. Il prévoit d'informer les Atlantes que Orm est mort à condition qu'il reste caché. Plus tard, Arthur prit contact avec les Nations Unies en tant que premier ambassadeur de l'Atlantide. Après plusieurs semaines de négociations secrètes avec les Nations Unies, les médias annoncent un premier contact avec l'Atlantide. Arthur fera une demande d'adhésion officielle pour que le royaume de l'Atlantide devienne un État membre des Nations Unies. Il devrait ensuite proposer des mesures conjointes pour inverser le changement climatique. Il arrive avec le roi Néré, le roi de Brine et des soldats atlantes sur Ellis Island. Sur place, Arthur s'adresse aux membres des Nations Unies et au monde. Scène post-générique. Vivant incognito parmi les surfaciens, Orm suit un conseil de son frère en dégustant la nourriture surfacienne. Il se prépare à déguster un hamburger bien gras, accompagné d'une salade, de potato et d'un verre de bière. Il goûte le burger et semble circonspect par la première bouchée, puis son regard se pose sur un cafard venu se poser sur la table. Il capture l'insecte, le met dans son burger et trouve le goût intéressant. Fiche technique. Icône signalant une information sauf indication contraire ou complémentaire, les informations mentionnées dans cette section peuvent être confirmées par la base de données IMDb. Titre original, Aquaman and the Lost Kingdom. Titre français, Aquaman et le Royaume perdu. Réalisation, James Wan. Scénario, David Leslie Johnson MC Goldrick, d'après les personnages créés par Mort Wesinger et Paul Norris. Direction artistique, Gary Jopling. Décor, Bill Brzeski. Costume, Richard Salle. Photographie, Don Burgess. Montage, Kirk Maury. Musique, Rupert Gresson-Williams. Production, Peter Safran et James Wan. Genèse et développement. Durant le tournage de Aquaman, 2018, l'acteur Jason Momoa propose un pitch pour une éventuelle suite au président de Warner Bros. Entertainment Toby Emmerich et au producteur Peter Safran. En octobre 2018, Jason Momoa déclare vouloir être davantage impliqué dans le développement d'une possible suite. Il espère alors un tournage courant 2019. Le réalisateur James Wan déclare ensuite que plusieurs intrigues sont possibles et qu'il aimerait introduire de nouveaux royaumes sous Marin 9,10. En décembre,
Toby Emmerich est confiant à la suite du résultat du premier film au box-office 11. Fin janvier 2019, Aquaman devient même l'un des plus gros succès d'un film basé sur un personnage DC Comics. Warner Bros. Négocie alors pour le retour de James Wan 12. En février 2019, le studio engage les scénaristes Noah Gardner et Aidan Fitzgerald pour écrire un spin-off du film intitulé The Trench. Ce film est envisagé sans les acteurs principaux du premier film et avec un budget plus restreint, avec James Wan et Peter Safran à la production 13. Peu après, David Leslie Johnson MC Goldrick signe pour écrire le script de la suite de Aquaman. La participation de James Wan comme réalisateur demeure alors incertaine. 14. Fin février 2019, Warner Bros. Annonce que Aquaman 2 sortira aux États-Unis le 16 décembre 2215. Peter Safran explique que l'idée est également d'enrichir l'univers avec plusieurs films à la façon de ce que James Wan a fait avec l'univers cinématographique Conjuring 16. En juillet 2019, James Wan s'engage sur le tournage de Malignan, 2021, avant de tourner Aquaman 217. Le scénariste David Leslie Johnson MC Goldrick explique en mars 2020 que le script ne sera pas adapté d'un comics en particulier mais plutôt de l'âge d'argent des comics des intrigues d'Aquaman et Black Manta 18. James Wan est confirmé comme réalisateur lors du DC Fandom virtuel organisé en août 2020. Il prévoit par ailleurs un film plus sérieux que le premier film 19. En avril 2021, Warner Bros. Et DC annonce que le spin-off intitulé The Trench n'est plus d'actualité 20. En juin 2021, James Wan annonce le titre du film, Aquaman and the Lost Kingdom 21. Attribution des rôles. En novembre 2019, Patrick Wilson déclare qu'il reprendra son rôle d'Ocean Master 22. Le mois suivant, Yahya Abdul-Mateen II confirme qu'il reprendra aussi celui de Black Manta 23. En novembre 2020, Amber Heard réfute les rumeurs de son absence du film après les accusations et les polémiques liées à sa relation avec Johnny Depp. Une pétition est même lancée sur Internet pour que l'actrice ne revienne pas endosser son rôle de Mera, en réponse à l'éviction de Johnny Depp d'une autre production de Warner Bros., Les Animaux Fantastiques, Les Secrets de Dumbledore. Aquaman et le Royaume perdu 1, 2, Aquaman and the Lost Kingdom, est un film américain réalisé par James Wan sorti en 2023. 15e et dernier film de l'univers cinématographique DC, il s'agit de la seconde aventure solo d'Aquaman après Aquaman, du même réalisateur, sorti en 2018. Synopsis. En 2022, 4 ans après être devenu roi de l'Atlantide 3, Arthur Curry a épousé Mera et a eu un fils, Arthur Jr. Tout en partageant sa vie entre la Terre et l'océan. Mais Arthur se rend compte que la vie de roi n'est pas aussi géniale qu'il le croyait. Le pire, c'est qu'il y a un haut conseil dont personne ne lui avait parlé et qui conteste tous ses projets. Il peut pacifier les océans à sa manière, mais il aime surtout prendre en flagrant délit les combats illégaux. Alors qu'Arthur discute avec son père dans le phare familial, ils se rendent compte que Junior arrive à communiquer avec la faune marine. En Antarctique, David Kane s'est constitué une nouvelle équipe. Il est guidé par le Dr Stephen Shine afin de l'aider à rechercher de la technologie Atlante pour réparer son armure de Black Manta et ainsi se venger d'Aquaman. Mais les indications données par Shine sont encore une fausse piste. Non loin de là, Shine enregistre un journal de bord où il explique que cela fait maintenant 463 jours qu'il tente de retrouver de la technologie Atlante. Il rejoint un lieu où sont installés des sismographes. Sur place, un de ses collègues lui signale que les appareils s'affolent. Shine lui demande où se trouve l'épicentre et son collège lui dit qu'ils sont pile dessus. C'est alors que la glace se fissure et ils tombent tous les deux dans une caverne. Une créature tentaculaire emporte le collègue de Shine et disparaît. Kane et son équipe arrivent pour porter secours à Shine, qui leur avait envoyé un signal de détresse. Ensemble, ils suivent les empreintes de la créature et explorent les profondeurs marines de la caverne. Au fond, ils découvrent une ancienne construction datant de quelques milliers d'années. C'est alors que la créature apparaît et s'en prend à eux. La créature projette Kane au sol, qui découvre alors des machines atlantes et un trident noir. Après l'avoir touché, le trident pénètre dans son esprit. Kane voit un être maléfique lui demandant de le délivrer de sa prison. En échange,
il le dotera de la force nécessaire pour tuer Aquaman et sa famille et détruire le royaume de l'Atlantide. Après être sorti de sa transe, les yeux de Kane deviennent verts, car il est désormais sous l'influence du trident. 5 mois plus tard, les médias annoncent une hausse des températures dans le monde depuis ces 5 derniers mois. Plus tard, le Haut Conseil de l'Atlantide convoque Arthur pour une réunion d'urgence, car il y a un nouveau foyer de peste. Cette fois, ça a frappé dans la 9e tride de l'Atlantide et l'épidémie a aussi atteint le royaume des Fishermen. Il s'agit de la première épidémie de peste depuis des siècles. Selon Dan Carchon, qui préside le conseil, la surface empoisonne l'atmosphère des Atlantes depuis plus de 100 ans. Mais Arthur rétorque en disant que les surfaciens ne peuvent pas se soucier des Atlantes s'ils ne connaissent pas leur existence. Il suggère donc au Conseil que les Atlantes révèlent leur existence aux surfaciens afin qu'ils discutent avec leurs chercheurs et réparer le mal que les surfaciens ont déjà fait en mettant en commun la technologie surfacienne et atlante. Arthur est conscient que cela est contraire aux traditions de l'Atlantide, mais le monde se rétrécit et les vieilles méthodes des Atlantes ne les protègent plus. Les temps ont changé. C'est ce que l'Atlantide désire. La nouvelle génération ne peut plus vivre cachée. Carchon rappelle à Arthur que la peste a causé la mort de Nudi Vulco. Les membres du Conseil avaient donné à Orm les pouvoirs de guerre et l'avaient choisi comme maître des océans. Carchon finit la discussion en disant que si jamais le Conseil devait décider un jour de révéler l'existence des Atlantes aux surfaciens, ce sera pour les éradiquer et non pas pour coexister avec eux. Quelque part dans l'Atlantique, Kane, redevenu Manta, mais n'ayant plus besoin de porter la tenue complète de son armure, son équipe et Shine naviguent à bord d'un vaisseau Atlante. Shine enregistre une nouvelle fois un journal de bord. Cela fait 150 jours depuis la découverte du trident noir. Manta lance la plus risquée de leur mission jusqu'ici. Une infiltration de 3 octobos monoplaces, les machines Atlantes qu'ils ont trouvées, très anciennes mais encore en état de marche. Shine a seulement dû les adapter à leurs besoins. Mais elles nécessitent un carburant très particulier, de l'oricalque, le nom que donne Manta. Depuis le jour où il a découvert le trident noir, Manta détient des secrets qui devraient lui être inconnus. Il sait par exemple que le seul moyen de se procurer de l'oricalque est de le dérober dans des entrepôts ultra sécurisés. Et il s'apprête à braquer le plus dangereux de tous. Manta s'introduit discrètement dans l'entrepôt d'oricalque. Mais ils sont repérés par une pieuvre, qui part donner l'alerte. Alors qu'il prélève de l'oricalque, une alarme sonne. Manta ordonne au vaisseau de lancer l'exfiltration d'urgence. Le vaisseau pénètre dans la frontière de l'Atlantide, sous les yeux émerveillés de Shine. Le vaisseau est hors de la zone de transit. Shine active le canon sonique du vaisseau contre un des hydrocanons du poste frontalier. Après avoir mis hors d'état de nuire l'hydrocanon, le vaisseau pénètre au cœur de l'Atlantide. Alors que les 3 octobos tentent de rejoindre le vaisseau, ils sont attrapés à mi-chemin et poursuivis par les forces atlantes. Manta blesse Mera avec son rayon laser et parvient à éloigner suffisamment Aquaman pour regagner le vaisseau. Le canon sonique est utilisé sur Aquaman et le vaisseau réussit à fuir. Après cet échec d'Arthur, Carchon convoque une séance d'urgence due au Conseil afin d'étudier une motion visant à retirer au trône ses pouvoirs exécutifs. Elle se sert de ce prétexte pour démontrer ce qui arriverait si la surface devait apprendre l'existence de l'Atlantide. Lors d'une réunion avec Atlana et le roi Néré, Arthur leur révèle que Manta n'est plus le même, car il a gagné en force et arrive à l'affronter sans son armure. Quand Arthur demande d'où sortent les engins, Atlana lui répond qu'il s'agit d'une technologie ancienne mais de conception inconnue des Atlantes modernes. Arthur apprend que Manta s'est enfui avec d'énormes réserves d'oricalque. Il apprend également que c'est une source d'énergie des temps anciens, qui émet de grandes quantités de gaz à effet de serre extrêmement destructeurs pour la planète et que les Atlantes avaient eux-mêmes failli détruire leurs océans avant de se rendre compte de leur erreur. Il est impossible de l'éliminer, alors les réserves accumulées ont été enfouies dans 12 entrepôts des grandes profondeurs. Arthur suggère de prévenir les 11 autres qu'elles risquent d'être braquées aussi. Mais Néré l'informe que Manta les a déjà tous dévalisés en secret depuis les 5 derniers mois. Soudain, Arthur se rend compte que c'est Manta qui a déclenché les pics de température qui provoquent des catastrophes en surface et qui rendent malades les peuples marins. Manta vole l'oricalque pour réchauffer la planète. Pour savoir où il se cache, Arthur doit demander l'aide de Orm.
Le problème est que Orm est prisonnier des Fishermen et qu'Arthur ne peut l'exfiltrer sans risquer une guerre entre les Atlantes et les Fishermen. Le renseignement xébélien a appris récemment que Orm est détenu sur Terre dans un complexe souterrain ultra secret et unique en son genre. Dans une prison des déserteurs en territoire des Fishermen. Néré lui remet une tenue, qui est constituée de chromatophores. La tenue peut le camoufler pendant 1 minute et le rendre indétectable par la plupart des capteurs. Et pour communiquer, Atlana adjoint à Arthur une pieuvre, celle qui avait repéré Manta s'introduire dans l'entrepôt, qui servira de messager. Atlana la nomme Topo, acronyme de « Transmetteur océanique pluriopérationnel ». Une intelligence transgénique faite pour l'infiltration et l'espionnage. La prison est gardée par un groupe résiduel de redoutables déserteurs qui vénèrent la mort et qui ont survécu à l'assèchement du Sahara en s'abreuvant de sang. Arthur trouvera un Orm bien affaibli. Il est rationné en eau, mais n'a le droit qu'au minimum vital. Sur place, Arthur parvient à libérer Orm à l'aide de Topo et aux montures des déserteurs. Après que son corps a été recouvert de l'eau de la mer, Orm retrouva toutes ses forces. Dans l'océan, Orm emmène Arthur rencontrer son contact qui saura où se trouve Manta. Pendant ce temps, ce dernier fait brûler l'oricalque dans une ancienne raffinerie atlante dans un lieu inconnu de la surface. Orm et Arthur pénètrent dans un repère de pirates appelé la Citadelle Engloutie, construit à partir de bouts d'épaves récupérés à travers le monde. Ils sont amenés enchaînés devant Kingfish. C'est lui qui avait mis Orm en contact avec Manta. Il leur annonce que David